bonjour à tous, bonjour à vous, merci de nous retrouver. C'est 10-12 le Zénith, le talk show qui vous permet de lundi à vendredi de rester en contact permanent avec l'actualité qui se gravite et autour du Cameroun, mais surtout mieux comprendre comment évolue le pays et si possible le reconstruire avec vous. On va en profiter également ce matin pour dire merci à ces millions de téléspectateurs qui à travers le petit écran prennent du plaisir tous les jours à nous regarder. Bonjour également à toutes les femmes qui d'ailleurs on nous a fait comprendre, beaucoup parviennent maintenant à quitter très tôt le marché, revenir chez elles, s'asseoir devant le petit écran et ne retourner à la cuisine qu'à partir de midi, dans l'intérêt effectivement de faire à manger à la petite famille. Merci également à ceux qui à travers, on va dire la diaspora, nous regardent avec beaucoup de plaisir. Merci pour vos nombreux encouragements. Nous avons une mission quotidienne sur ce plateau, c'est de vous servir, de vous donner également toutes les appréciations ou encore vous présenter la vitrine de l'information au Cameroun avec un langage un peu plus que ramolli et vous permettre justement d'avoir l'information quel que soit l'endroit où vous êtes avec un style beaucoup plus décousu et la remettre en bonne place. Allez, on va également dire ce matin qu'en ce moment, le Cameroun serait retourné voir les chercheurs camerounais pour lutter efficacement contre le Covid-19. Vous le savez, la Grande-Bretagne vient de faire des propositions en ce qui concerne un vaccin contre le Covid-19. Et en ce moment, en Afrique du Sud également, il y a des marches qui sont organisées pour lutter contre ces premiers essais cliniques sur les populations sud-africaines concernant le vaccin contre le Covid-19. Par ailleurs, au Cameroun, le Premier ministre, chef du gouvernement, Tiff Diangoute, a demandé à ce qu'on revienne voir effectivement ce que nous proposent les phytothérapeutes camerounais afin de questionner la solution camerounaise liée au coronavirus. Comment comprendre cette actualité, madame, monsieur? Au courant de l'émission, on va s'y arrêter. Karine Sons également sera avec nous pour la revue des réseaux sociaux. Vous l'entendrez tout à l'heure. Elle allait très loin, toucher pas mal de petits sujets, mais surtout tout ce qui se dit sur la toile. Comment expliquer enfin ces blindés qui depuis hier écument les rues de Yaoundé? La police camerounaise se serait-elle offert des nouveaux blindés? Pourquoi sommes-nous en temps de guerre? Et peut-être en image tout à l'heure, vous verrez exactement de quoi cela retourne. On va également saluer Dominique Audrey qui, à l'entame de l'émission, reviendra sur une histoire assez cocasse quand même, qui vous interpelle et qui interpelle tous les locataires du Cameroun. Pour ceux qui en ce moment nous regardent en tant que locataires et même en Afrique, comment comprendre la réalité? On l'entendra sur la question. Charles Batou et la grande colère du jour, vous l'entendrez également se prononcer. Madame, messieurs, unis pour la même mission, nous sommes là pour vous servir. Installez-vous confortablement. Momo Bengan, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Et oui, les artistes, comme on pense qu'on doit réduire l'activité artistique aux seuls musiciens, et les musiciens, je les salue, et ils se sont levés pour dire que ce projet de loi qui les impose un type de comportement par rapport à leur regroupement doit être retiré. Merci. Ils ont pensé qu'on peut vous malmener n'importe comment. Socam, ceci, ceci. Commencez à vous réfléchir comme ça. C'est bien. En attendant que les écrivains, les cinéastes et tout vous retrouvent déjà. Le rythme est bon, comme on dit chez nous. Le rythme est bon, dit Bonbon Bengan. C'est vrai que les artistes en ce moment ont écumé pratiquement tous les plateaux de radio et télévision pour s'insurger contre le projet de loi sur les associations culturelles et artistiques au Cameroun en ce moment qui risque d'être validé par le Parlement. Et l'interpellation est portée sur les parlementaires. S'ils veulent une culture camerounaise respectée, respectable, bien organisée, bien encadrée, il va falloir absolument associer à ce débat les artistes eux-mêmes. Charles Batou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour au père Kenfak, prêtre de l'église gallicane, qui a adressé un courrier tout à fait particulier et stupéfiant à l'endroit. Église anglicane. Anglicane. Très bien, oui. Il a adressé un courrier à madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille, lui disant que les églises, à 80%, sont remplies de jeunes filles qui cherchent le mariage, des jeunes filles perdues, qui ont des déceptions, et beaucoup de filles sont désormais mères avant d'être mariées. Que fait-elle dans sa posture de ministre de la promotion de la femme et de la famille? Si l'Église déjà s'interroge
sur la question du mariage, eh bien, ne faites pas comme le ministre de la Recherche scientifique. Vous mettez-vous à l'œuvre pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui le mariage a perdu toute de sa superbe. Peut-être. L'Église ne s'interroge pas. L'Église s'indigne du fait que les filles ne sont pas mariées. Voilà. Et que le gouvernement doit faire tout, va faire les efforts. Ce sujet, un cadre de mariage. Ce sujet est extrêmement intéressant. Voilà. Il est extrêmement intéressant d'en parler aujourd'hui parce que dans les familles aujourd'hui, merci mon père. Dans les familles aujourd'hui, il y a pas mal de filles qui ont 25, 28, 29, 30, parfois 40, voire même 45 ans, sans être mariées. C'est quoi le problème? Peut-être la logique sur le code familial qu'on attend depuis un petit moment. Peut-être l'enfant en parlera. On peut prendre une loi qui enceinte une fille, la marie, à l'immédiat. On en parlera ça, la même battu. Merci pour le sujet d'entrée. Carissa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Mais bon, peut-être que les publications de bandes de mariage ont aussi réduit dans les églises. Hein. Posons-nous toutes les questions. L'église célèbre que les mariages, après avoir fait de mariage. Oui, justement, si les gens ne sont pas mariés, ça veut dire qu'il n'y a pas de publication. Non, vous allez là-bas pour dire que Seigneur, donne-moi le mari. Il ne dit pas que venez cotiser les maris. Il dit Seigneur, donnez-moi le mari. Écoutez, c'est une situation assez compliquée parce que il y a quelque temps, je me plaignais, je parlais avec un prêtre, je lui disais, mais je ne comprends pas mon père. Comment dois-je me marier à l'église? Comment dois-je célébrer mon mariage à l'église et que l'église me demande 1 million pour célébrer mon mariage? Voilà. Est-ce que c'est raisonnable? C'est les publications. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur Michel Ngachou, je suis plus fâché que vous. Voilà. Tout peut se dire. Ok. Carissa, alors bonjour. Ce matin, bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin encore, depuis le 1er juillet, un sujet qui fait la une des réseaux sociaux et qui jusqu'à aujourd'hui, tout le monde essaye de trouver des réponses. On n'arrive pas toujours à trouver la bonne réponse. Célestine Nga-Akoa, c'est l'identité de la jeune étudiante en Master 1 droit privé à l'université de Yaoundé 2, faculté des sciences juridique et politique, qui a été assassiné au sein même du campus. Et la situation est assez grave quand même à l'université de Yaoundé 2. Carissa, tout à l'heure, reviendra sur, on va dire, les différents éléments, les différents faits qui ont précédé ce dernier, et on tentera de mieux comprendre la sortie du recteur de l'université de Yaoundé 2 dans cette édition avec vous, Carissa. On va rapidement, madame, monsieur, nous orienter. On va s'orienter effectivement vers Dominique Audrey Oyengelek, à qui déjà nous disons bonjour. Et bien évidemment, bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Et on va rapidement tenter avec vous de mieux comprendre l'histoire du jour. Et vous nous avez promis en début d'émission que vous nous ramènerez justement dans l'univers des bailleurs et des locataires. Il s'agit de quoi? Tout à fait, il s'agit d'une jeune femme, elle s'appelle Balbine. Elle vit au quartier Loc-Pomme depuis 5 ans. Elle se plaint d'avoir des problèmes, des contentieux avec son bailleur. Premièrement, elle dit que son bailleur lui fait le kilowatt à 100 francs et elle paye normalement. Sauf que dans la concession dans laquelle elle vit, il y a 2 appartements, 2 studios et le local du bailleur. Les 2 appartements ont des compteurs séparés et elle partage un compteur divisionnaire avec le studio en question et son bailleur. Lorsque la facture, le montant des studios arrive, malgré le fait qu'elle n'ait peut-être pas consommé, disons qu'elle a consommé 10 kW en un mois et le voisin aussi, s'il arrive que la facture fasse 6 000, le bailleur exige que les deux payent le montant en réalité, donc qu'ils payent 3 000 chacun, même s'ils ne l'ont pas consommé. C'est ça le premier problème. Secondairement, elle dit qu'il y a quelque temps, son bailleur est venu lui annoncer qu'il allait mettre les carreaux dans son studio. Elle paye le studio à 42 000 et son bailleur lui a dit que désormais le studio passerait à 50 000. Elle fait savoir à son bailleur qu'elle n'a pas besoin de carreaux. Elle commence juste sa vie, elle se cherche encore. Celui-là de lui dire, si tu n'es pas prête, tu pars de là. Si tu n'es pas prête à payer 50 000, tu pars de là. Moi, je vais mettre ma maison à jour, donc tu vas devoir payer 50 000. Alors la jeune dame aujourd'hui nous pose la question de savoir comment faire comprendre à son bailleur qu'elle n'a pas besoin de carreaux et qu'elle ne compte pas partir de cette maison-là. Elle n'a pas de contrat de bail et elle dit que lorsqu'elle a même un retard de paiement d'une semaine ou de quelques jours,
Ce sont les insultes dans toute la concession, le manque de respect venant du bailleur. Comment se comporter donc avec un bailleur qui nous fait payer des factures donc qu'on n'a pas utilisées et qui veut nous imposer ou bien augmenter le bail sans que ce soit préalablement établi dans un contrat? Réalité camerounaise, réalité africaine également, Dominique Audrey, réalité que pas mal de Camerounais vivent aujourd'hui dans certains domiciles, pour ceux qui sont locataires, réalité également pour ceux qui sont des bailleurs. Alors, cette histoire ce matin pose deux problèmes, celui justement de la facturation, du coût de l'électricité et comment en sortir, payer exactement ce que l'on a consommé, et deuxièmement, la gestion du rapport locataire et bailleur. C'est peut-être mieux de le dire comme ça aujourd'hui. Oui. Alors, bon Bengan, je commence toujours par vous, c'est évident parce que peut-être vous comprenez mieux ces histoires-là. Lorsqu'on est locataire et qu'on vient à payer plus que ce qu'on a consommé et que le bailleur, à un moment donné, vous avez le sentiment qu'il se sert justement de votre compteur pour s'en faire plein les poches. Comment vous vivez ça? Comment vous acceptez cette situation? Non, on ne l'accepte pas. On peut tolérer un moment, mais on n'accepte pas ce type de situation. Ici, c'est une relation conflictuelle qu'il faut abandonner. Ça veut dire qu'il doit chercher une autre maison, il doit chercher une autre maison ailleurs. Et qu'il quitte, il se sépare de son locataire, de son bailleur, et il négocie son départ, c'est tout. C'est ça, vous ne pouvez pas vivre dans d'éternels ennuis jusqu'à tel niveau. Non, ce n'est pas bon parce que en fait, c'est le genre de bailleur qui, non content de trafiquer le courant électrique, il va aller avec le compteur d'eau. Après, maintenant, c'est l'aménagement de l'espace où vous vivez. Ainsi de suite. Et surtout, vous n'avez pas de contrat qui vous lie de manière à saisir qui que ce soit, même pas le tribunal, même pas le chef de quartier, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est une relation conflictuelle qu'il faut chercher à se départir. C'est comme ça que je lui disais. Maintenant, je ne vais pas trop entrer dans les comportements des bailleurs et des locataires. Il semble que certains bailleurs, notamment, ils trafiquent. Avoir une attitude vis-à-vis de vos locataires, quand bien même ceux-ci peuvent avoir des retards de paiement? J'ai intervenu dernièrement vers Cité des Palmiers, pour le cas de quelqu'un que je ne connais pas. J'ai vu une dame, le mari travaille dans une société pétrolière, quelquefois il était en confinement là-bas, c'est-à-dire qu'elle allait au retour, et avec, d'abord, il était là-bas, il n'est pas un salarié en bonne et due forme, mais il travaille dans les plateformes. Et avant de partir, il dit à son bailleur que non, nous aurons des trucs, je ne sais même pas si on va maintenir ou pas. Donc vraiment, madame reste là avec les enfants. Même s'il arrive qu'il y ait quelques retards, parce qu'il paye généralement le 5, lui-même n'a pas de contrat. C'est vraiment, et je souhaite que tu m'attendes, j'arrive parce que on verrait pas. C'était au mois de février, ça risque d'être, je veux dire, la situation de Covid risque d'être délicate vraiment quand je rentre de la mer. On va, mais non, le bailleur n'a pas accepté ça. Et moi, je n'ai pas, j'allais comme ça avec des amis, j'ai trouvé la situation, j'étais obligé. Comme on dit au quartier, d'acheter le problème. Il dit au bailleur, si vous faites sortir cette femme et les enfants, vous aurez affaire à moi. Étonnamment, bon, je veux dire, c'est ce que nous reprochons, nous les traditionnalistes africains. Nous reprochons à cette société qui est devenue occidentalisée au tel point où ce qu'on appelle même société n'existe pas.
société veut dire solidarité. Est-ce que votre locataire peut avoir un deuil, vous ne participez pas? Est-ce que votre bailleur peut avoir un cas de malheur, vous ne participez pas? Impossible. Aujourd'hui, oui, mais dans la société actuelle, lui dit ça ne me concerne pas. Quelquefois, même les voisins avec qui vous êtes, ça ne concerne pas. Et c'est enfin, comment je vais dire ça? Ce délitement que nous dénonçons. Parce que ça a des répercussions partout. Donc, monsieur, effectivement, le bailleur, quand j'ai intervenu la Cité des Palmiers, il pensait que, à tort d'ailleurs, alors que jusqu'aujourd'hui, je ne connais même pas le nom de ces locataires-là qui travaillent en mer. Mais il pensait que, bon, si vraiment, bon, il les a laissés en paix de toutes les manières. Donc, nous n'aimons pas de problèmes. Merci, mon bon. Vous avez donc un bailleur qui est un homme à problème. On dira le bailleur vous dira quand même qu'il investit en construisant ses maisons et en les mettant en location. Mais on ne dit pas non, c'est pour cette raison. Dans un capitalisme, c'est normal. Vous l'amenez au socialisme. Peut-être lui, il ne comprend pas ce langage-là. Non, ce n'est pas le socialisme. Justement, le principe de solidarité. Vous avez vu, l'Occident s'est trouvé coincé où ils ont organisé la journée des voisins. Oui, quelque chose comme ça. Justement, il y a une date qui existe. Voilà, une journée des voisins, ou 1 million de voisins, quelque chose comme ça. Mais nous, on ne peut pas intégrer ce genre de type parce que c'est inné dans notre comportement. Très bien. Karine Sonsa, justement, contrat de bail aujourd'hui, petit problème avec certainement cette dame qui n'a pas fait un contrat de bail, qui souffre de ce que son index peut afficher un montant et elle paye plus qu'il n'en faut parce qu'à un moment donné, il faut se partager les charges, elle veut en sortir et payer exactement ce qui lui revient. Et finalement, bonne gestion avec son bailleur qui est un peu pas très gentil vis-à-vis d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Partie, comme mon bon l'a dit, rapidement. Si elle partirait, est-ce qu'elle a les moyens suffisamment? Du moins, c'est votre avis ce matin. Le problème que pose cette dame ce matin, moi je l'oriente vers le problème lié au bail. Donc, le contrat de bail. Oui, contrairement au problème d'électricité qui se gère facilement parce que vous savez que dans notre société, les contrats de bail sont pour la plupart encore verbaux. On n'est pas encore arrivé vraiment à une orientation documentaire de ces contrats de bail. Et l'histoire de ce matin nous montre quand même que... Des contrats de bail, il y en a au Cameroun. Vous savez qu'il y a une Je loi, dis que les bailleurs n'ont pas encore pris la mesure du contrat documenté. Et concernant notamment les consommations électriques, je vais juste faire un petit brin par là et dire que il y a dans la consommation ce qu'on appelle le prix du kilowatt par heure. Et là, c'est tout le problème parce que quand vous consommez plus, vous payez plus. Si vous consommez aujourd'hui 100 kilowatts, demain, le mois prochain, vous êtes à 200 kilowatts, la facturation du kilowatt va augmenter, même au niveau de l'entreprise qui distribue l'électricité. Ce qui fait que si le bailleur, par exemple, il avait pris sur lui de vous facturer le kilowatt de 50 peut-être à 75 francs, il risque de monter. Ça ne veut pas forcément dire que vous payez son électricité à lui. C'est un arrangement que vous avez fait. Tu te factures le kilowatt à 100 francs et on est quitte. C'est de ça qu'il est question. Et vous pouvez payer plus cher ou pas. Parce que vous avez un compteur divisionnaire sur lequel il prend il relève. Il fait des relèves. Lorsqu'il relève, il va sur son compteur à lui, il fait les calculs et c'est à ce moment-là qu'il distribue, vous dit vous avez consommé telle chose, vous avez consommé telle chose et il partage. Donc je ne pense pas que c'était un arrangement basé sur le vol forcément. N'est-il pas répréhensible lorsque c'est lui-même qui facture? Il y a une facture générale qui arrive. Il y a une facture générale qui arrive. Pourquoi ne pas ne pas se référer au coût du kilowatt-heure pour pouvoir établir des facturations pour ces locataires? C'est justement ça. C'est un arrangement qu'ils ont fait. Ne pas se référer, c'est parce qu'elle a accepté. Vous croyez que le bailleur, lui, n'est pas répréhensible? Les deux sont tous répréhensibles parce qu'elle a voulu l'électricité, elle sait qu'il y a une procédure pour avoir un compteur personnel auprès de l'entreprise qui distribue l'énergie. C'est un arrangement entre deux personnes aujourd'hui qui capote. Et ça capote pourquoi? Parce que le bailleur veut qu'elle parte de chez elle. Et ça capote aujourd'hui justement parce que le bailleur veut refaire les travaux dans sa maison et il souhaiterait que s'il
arrive qu'il refasse les travaux, elle devrait augmenter le loyer. Donc, le bailleur est en train de vouloir grimper en termes de classe. Ou de standing. De standing. Et c'est qu'elle n'accepte pas. Vous êtes, lorsque vous êtes dans une maison que vous louez, vous êtes le propriétaire de l'endroit où vous louez. Sauf que ça n'empêche pas aux propriétaires de refaire les travaux à chaque fois. Il y a des gens qui ont des immeubles qui se donnent 2 ans chaque fois pour renouveler quelque chose dans leurs immeubles. C'est-à-dire que dans toutes les chambres ou dans tous les appartements. Maintenant, le bailleur, il veut le faire et elle n'est pas d'accord parce qu'elle est encore dans la maison. Maintenant, si elle n'est pas d'accord de rester dans la maison, accepter qu'on refasse les travaux et augmenter le prix, elle peut partir. Et pour cela, c'est simple qu'elle réclame un préavis au bailleur, il lui donnera un nombre de temps. Puisque le contrat n'est pas écrit, il ne pourra forcément pas respecter le nombre de temps qu'il faut lorsque vous avez fait 1 an ou 2 ans dans une maison. Donc, ce sera verbal et il donnera le temps et elle pourra partir ailleurs et chercher une autre maison et ainsi de suite. C'est la solution justement. C'est la seule solution. Si elle veut vraiment partir, maintenant si elle ne veut pas partir, elle sera obligée de se plier. Très bien. Charles Mbachou, attitude des bailleurs au Cameroun. C'est assez compliqué quand même pour ceux qui sont locataires et qui nous regardent ce matin. Et il y en a aujourd'hui qui ne parviennent plus à regarder au bailleur dans les yeux. Il y en a qui se demandent, est-ce que je peux vraiment faire confiance à mon bailleur lorsqu'il me fait des facturations d'eau ou d'électricité? Quelle est votre appréciation de l'histoire qui nous a été proposée ce matin par Dominique Audrey? Il faut déjà dire que ceux qui se livrent dans le jeu de la location, c'est des gens qui ignorent la loi. Il y a une loi. Il y a une loi qui régit le bail. Il y a des textes qui régissent le bail. Donc, vous devez commencer déjà par aller vous consulter lorsque vous décidez de vous lancer. Vous avez parlé tout à l'heure du kilowatt, aller consulter l'entreprise en question. L'entreprise en question, sans toutefois faire la publicité, c'est l'histoire qui nous y oblige. On se retrouve, l'entreprise a mis en place un ensemble de canaux pour pouvoir permettre à tous les différents locataires de jouir aisément, je dis bien aisément, monsieur Michel Ngachou, de la consommation d'énergie, que ce soit dans le domaine de l'eau, que ce soit dans le domaine de l'énergie. Il y a des possibilités qui ont été faites. Qu'est-ce que vous faites d'un bailleur qui vous dit qu'il ne veut pas un branchement en dehors du sien? Monsieur Michel Ngachou, c'est l'hospitalité qui a été biaisée en Afrique. Si les bassins n'avaient pas accueilli les Douala ne se seraient jamais installés ici. Les Douala ont accueilli en disant, chez nous, quand vous arrivez, on vous met à l'entrée. Voici les cases, installez-vous. Les bassins sont rentrés derrière et ont laissé l'avant avec les différentes cases, en leur disant, comme vous vous installez, vous avez le droit de faire ci, de faire ça. Lorsque les gars se sont rendus compte qu'ils ne voulaient plus respecter cela, ils ont eu à poser un ensemble des actions. Premier point. Que ce soit à l'ouest Cameroun, s'il n'y avait pas eu les Balignonga, s'il n'y avait pas eu certains, on n'aurait pas accueilli. Certains peuples, vous vous rappelez l'histoire, il y a toujours un peuple qui accueille un autre peuple et qui l'installe. C'est le principe de l'hospitalité, elle est africaine. Mais il y a des personnes qui ont juré, qui se sont jurées, faire du bail ou de la location leur fonds de commerce. Regardez les différents quartiers dans lesquels les gens louent. Est-ce que les constructions dans lesquelles les gens louent sont véritablement appropriées pour l'habitat humain? C'est là qu'il faut poser les vraies questions. La question du bail locataire, pour moi, c'est un petit problème. Vous savez qu'ici à Akoya, il y a des gens qui vivent dans des maisons sans avoir accès depuis plus de 15 ans, sans avoir accès à la lumière, à la lumière du soleil. Ils vivent avec l'interrupteur. Nous avons malheureusement, nous avons ministre de l'Habitat, nous avons eu des ministres de l'Habitat, parce que je ne vais pas jeter le probe sur celle qui est là, nous avons eu des ministres de l'Habitat qui devaient réfléchir sur la question de l'habitat. Quel type d'habitat pour quel type de locataire? Vous avez des gens qui se lèvent parce qu'il a eu un 50 sur 20, il se bat à monter quelque chose très rapidement en disant bon, que je mets les locataires, il va jusqu'à faire même 3 niveaux. Mais c'est à peine si vous pouvez bouger et entendez les prix qu'on vous donne. Les prix qu'on vous donne, il faut revoir tout cela. Donc je pense que le locataire qui se lève en disant je vais prendre une maison devrait juger de ces différents facteurs. Les facteurs, ils ont choisi d'aller sur le principe. Vous croyez qu'un locataire aujourd'hui qui est dans l'urgence d'avoir un petit toit ira dire au bailleur je me réfère justement au texte qui régisse le bail au Cameroun pour pouvoir rentrer en contrat avec vous? Vous croyez, c'est évident? Celui qui veut rapidement un enfant épouse une femme enceinte, monsieur Michel Ngachou. C'est là où vous allez vivre.
c'est là où vous allez vivre. Vous devez prendre le temps de choisir. C'est comme ces gens qui tous les jours nous appellent que on a déménagé d'une première maison, on a trouvé une maison, on a entré, il y avait le mboma. On fait comment pour sortir, on avait versé l'argent. Prenez le temps, c'est votre vie. Si votre vie ne vaut rien, si votre vie ne vaut rien, mais comportez-vous de la sorte. On ne se lève pas un matin pour prendre une maison n'importe comment. Vous devez discuter. Est-ce que celui avec qui je discute là, est-ce que celui-là, vraiment mon sang colle avec lui, comme on dit trivialement? Est-ce que mon sang colle avec lui? Vous devez vous rassurer que non, c'est quelqu'un de souple, c'est quelqu'un d'assez accessible, quelqu'un de compréhensible. Je vais vous prendre monsieur Michel Ngachou. Moi, je connais un monsieur. Je connais un monsieur qui avait loué sa maison à un autre monsieur, disons-le comme ça. Le type est resté dans sa maison, mais lorsqu'il avait des problèmes d'entreprise, il vient voir le bailleur, il lui dit: j'ai des sérieux problèmes d'entreprise, ça ne donne pas. Il lui dit: non, reste dans la maison. Bats-toi. Quand ça va aller, tu viens solder. Quand ça va, le gars se bat, il vient solder, il vient régler. Le jour où le type lui a dit: écoute, j'ai commencé à me construire, j'ai lancé le premier. Le bailleur lui dit: amène-moi, je vais voir là où tu as. Il est arrivé, il a vu comment le gars lancé, il lui a dit: tu ne payes plus jusqu'à ce que tu finis ta maison. Et lorsque tu finis ta maison, tu me dis: c'est moi qui vais venir bénir. C'est ça aussi la relation entre le bailleur et le locataire. Mais comme vous revenez à la socialisation. La socialisation, oui. Bon Benga faisait référence tout à l'heure. Oui, un accompagnement, justement, le bailleur qui est censé accompagner ses locataires à sortir eux aussi un toit, monsieur Michel Ngachou. Donc le capitalisme est arrivé. Moi, je peux vous dire, par exemple, mon cas, quand il arrivait que je discutais avec mon bailleur, sur le téléphone, je lui dis: gars, comme tu vois comme ça, c'est compliqué. Il dit: oui, Charles, mais je te comprends. Vraiment, comme c'est compliqué comme ça, les sons tombés. On joue bon. Quand c'est possible, tu me bipes. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où. C'est ça, cette relation qu'il faut entretenir avec. Mais lorsque vous arrivez, première chose, on vous dit 100 francs le kilowatt, 200 francs ceci. Si ça saute un mois, tu libères. Vous restez faire quoi là-bas? Ou alors on coupe. Ou on coupe le truc. À Deido, faites un tour à Deido, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de maisons qui sont là à louer. Dès que tu arrives, on dit que le temps par le type là, il est compliqué. Apprenez à prendre des maisons. Donc elle doit libérer, c'est tout. Dominique Audrey, effectivement, l'histoire que vous nous rapportez ce matin, beaucoup pensent que cette dame doit libérer. C'est votre avis également? Vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord. Ils en sont arrivés à un stade où il ne peut pas y avoir d'entente. C'est vrai que la dame n'a pas dit quelles sont les genres de situations auxquelles elle est généralement confrontée. Est-ce qu'elle a eu à avoir des paroles mauvaises envers le bailleur? Mais lorsque vous en arrivez à une situation où on a un bailleur qui vous insulte dans la cour, qui vous manque de respect, je pense qu'il est mieux, il est plus important et plus intelligent de partir de là. En Guinée, on dit que ce n'est pas l'eau qui éteint le feu du piment, mais plutôt le riz. Il y a un comportement à avoir, il y a une attitude à avoir lorsqu'on a en face de nous une personne qui est belliqueuse. Généralement, comme je dis, la façon dont vous vous comportez lorsque vous rencontrez un problème détermine le genre d'individu ou bien détermine la suite. Si vous avez un bailleur qui crie et vous aussi vous criez, forcément vous ne vous entendrez pas et ça ne marchera pas. Au Cameroun, le code civil prévoit que lorsqu'on entre dans une maison, notamment en l'article 1720, lorsque vous entrez dans une maison, le bailleur a le devoir de réfectionner la maison, de faire tous les travaux dans la maison. Je veux dire, tant que vous louez, si le toit a un problème, si les bandits ont cassé une fenêtre, c'est le bailleur qui doit pouvoir arranger tout ce qu'il y a dans la maison, la canalisation et autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on entre dans les maisons sans avoir de contrat de bail. Et c'est à tort. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le simple fait qu'on vous donne un reçu qui mentionne votre nom et qui dit que vous avez donné de l'argent pour la location pendant un certain moment, c'est une forme de contrat qui n'a pas été textuellement écrit. Donc, si la dame a des contrats, a les reçus de paiement du loyer, elle peut exiger un préavis qui est payant et le temps pour elle de partir de là. Il n'est pas, on dit généralement qu'on ne peut pas avoir de problème avec la personne qui nous loge. Ce n'est pas bon parce que vous ne dormirez pas bien, vous ne serez pas en paix. Donc, qu'elle parte de là. Et en ce qui concerne les factures que vous n'avez pas consommées, vous ne payez pas. Vous ne payez pas, tout simplement. Pour être en règle, pour faire un contrat de bail, vous devez être en règle avec le fisc. Effectivement. Vous devez être en règle avec le fisc. Le bailleur doit payer au niveau du fixe. Sont en règle avec le fisc. Combien de bailleurs sont en règle avec le fisc? Aujourd'hui, fisc. ces règles-là touchent également la loi
sur la taxe foncière au Cameroun Oui, aujourd'hui. il faut travailler ça. Il faut beaucoup travailler construisent des maisons, sont obligés de mettre les gens sans se référer. C'est pour ça qu'il y a des locataires. Quand vous lui faites ce genre de pression, ils gardent la maison avant de partir. Il y a plein de maisons ici à Douala qui sont gâtées. Le gars dit, ok, tu me fais les problèmes, tu me menaces, ils gâtent votre maison avant de partir. Vous allez chercher quelqu'un en Inde pour venir délivrer votre maison. Et pourtant, écoutez, en tout cas, merci à vous, merci à tous, mesdames, messieurs, pour vos différentes propositions sur ce plateau. Nos téléspectateurs, aussi nombreux également ce matin, peuvent nous raconter leur réalité autour du bail au Cameroun. Comment vivez-vous ces moments? Certainement, ici, chacun demande à la dame de libérer au plus vite. Question de s'offrir un nouveau toit, mais de rester vigilante quant à la prochaine destination et surtout la prochaine maison qu'elle prendra. Il faudra absolument respecter toutes les dispositions liées autour du bail au Cameroun. Certes, ce n'est pas évident, mais il va falloir au moins que les premiers préalables soient établis. Et on vous laissera sur la page 10-12 le Zénith. Vous nous laisserez effectivement sur la page 10-12 le Zénith vos commentaires et en direct sur la page Equinox TV. L'émission sur Facebook est en direct. Allez à nouveau vous y abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Nous prendrons du plaisir à vous lire. Dans un instant, madame et messieurs, nous parlerons d'autres choses ce matin. Étant donné que c'est 10-12 le Zénith, on va revenir avec un moment fort de cette émission. Et là, attention à vous, attention à vos oreilles. Gardez le cap. La colère du jour. Charles Amembatou, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la médecine du sport dans ce pays. Existe-t-il une médecine dite de sport dans ce pays? Point d'interrogation. Combien de médecins de sport trouve-t-on au Cameroun? Mieux, combien y a-t-il de médecins urgentistes? Comment comprendre tous ces accidents et ces morts subites des sportifs dans ce pays? Que ce soit dans les disciplines comme le karaté, le judo, le handball, le volleyball, mais plus encore le football, on a enregistré des accidents particuliers, des blessures particulières qui ont amené certains athlètes et sportifs à stopper leur carrière et on a vu des footballeurs littéralement décédés en pleine activité et sur un stade. Comment comprendre que la médecine de sport soit le parent pauvre de nombreuses disciplines dans ce pays? La médecine de sport au Cameroun fait face au manque de moyens de travail. Savez-vous que pour faire de la bonne médecine, quel que soit le niveau, il faut des moyens. Regardez les différentes ligues pour comprendre de quoi je parle. Regardez la qualité des stades parfois sur lesquels on joue pour comprendre que nos footballeurs ont des pieds très très solides. Un bon électrocardiogramme coûte combien? Cardiographe, autant pour moi, coûte entre 3 et 4 millions de francs CFA. Combien de stades en disposent? Que dire du défibrillateur automatique ou encore de l'oxygène dans les ambulances pourtant présentes dans les stades? Rappelons-nous de cette Éthiopienne qui s'était écroulée lors d'une rencontre avec les Lions indomptables du Cameroun, là-bas à Yaoundé. Il a fallu qu'on la mette dans une ambulance, qu'on tchouk l'ambulance, qu'on pousse pour que le chauffeur tchouk l'ambulance, que ça démarre et qu'on demande d'ouvrir rapidement les portes parce qu'à l'intérieur, il n'y avait rien, sinon que des cafards qui montaient sur cette Éthiopienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éthiopienne elle-même, cette joueuse, qui avait raconté ce qui s'était passé en disant que le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Comment peut-on organiser un match
sans ambulance médicalisée? Comment comprendre l'absence de la prise en charge médicale des joueurs dans des clubs et l'hygiène de vie conséquente de ces derniers? Les athlètes camerounais, mieux les sportifs camerounais, vivent très mal, mieux trop mal, pour ne pas être exposés à ce genre de risque. Comment comprendre que les médecins de sport se retrouvent à ne pas savoir que les sportifs mis à leur disposition sont en mauvaise santé parce qu'on ne met pas les moyens qu'il faut pour les examens qu'il faut? Certains présidents de clubs considèrent ces visites comme un obstacle et non comme un élément fondamental de recrutement et de suivi de joueurs. Comment comprendre le fait pour certains clubs de s'entourer d'un corps médical n'ayant parfois qu'un infirmier comme responsable? Comment comprendre le fait pour certains joueurs d'être admis sur l'aire de jeu sans avoir au préalable présenté tous les examens requis? C'est le président qui dit c'est moi qui paye, envoie-le au stade. Comment comprendre que beaucoup de membres du corps médical des clubs soient peu outillés parce qu'il s'agirait parfois des proches, des cousins, des frères de certains dirigeants qui se débrouillent? Comment une délégation sportive peut-elle quitter le pays sans même un kiné? Comment peut-on organiser des activités sportives au pays sans toutefois avoir ce regard? Il existe 2 associations qui militent pourtant dans la lutte pour la présence et la vulgarisation de la médecine du sport. Sont-elles seulement écoutées après des ateliers, des formations et des séminaires? Combien de clubs peuvent disposer au quotidien d'un médecin, d'un kinésithérapeute ou d'une infirmière? Parce que voilà le staff que devrait avoir une équipe en termes de médecine de sport. Vous avez besoin d'un médecin, d'un kinésithérapeute et d'un infirmier ou infirmière. Combien sont effectivement performants et peuvent contribuer à décanter une situation complexe au cours d'une rencontre? Combien de clubs disposent d'une boîte à pharmacie fournie? Comment comprendre que ce n'est que lors des grandes échéances sportives que des dispositions sont prises pour que les sportifs soient entourés de spécialistes médicaux, parfois sans matériel, parce qu'on a peur de la FECAFOOT, parce qu'on a peur de la CAF, parce qu'on a peur de la FIFA? Dans tous les cas, ils sont là. Un point, c'est tout. Comment comprendre que les gestes de premier secours ne soient même pas enseignés aux sportifs, au staff, aux membres de l'encadrement, notamment la position latérale de sécurité et le massage cardiaque? Savez-vous que c'est seuls les lions indomptables qui ont cette chance d'être entourés de 2 médecins et de 2 kinés? Voilà ce qu'on vit dans ce pays. On parle de la médecine de sport. Oui, elle existe sur du papier. Elle existe lors des grandes rencontres. Et après, ça se passe comment? Devrait-on citer ce jour le nom de tous ces joueurs décédés? Pensant à Fouet, pensant à Patrick Ekin et que sais-je encore. Ils sont tous morts, on va le dire, au combat. Mais ce n'est pas qu'il a manqué de moyens pour les sauver, c'est juste que l'État n'a pas pensé mettre des pressions. L'État n'a pas pensé mettre ce qu'il faut, là où il faut et comme il faut. Charlemagne Batchouf. Et là, c'est fort quand même parce que la question que vous touchez ce matin interpelle à la fois les médecins, interpelle à la fois l'Ordre national des médecins du Cameroun, interpelle, je vais dire, le ministère des Sports et de l'Éducation physique, interpelle pratiquement tous les corps qui sont censés s'adapter au sport, interpelle les clubs de sport aujourd'hui, interpelle toutes les disciplines sportives au Cameroun. Cette colère est à saluer Charlemagne Batchouf. Et bien là quand même, bon Bengan, je le disais à l'instant effectivement, lorsqu'on a ce problème que pose Charlemagne, il n'y a pas de médecine de sport accentuée au Cameroun et que nous ayons ce qu'on appelle l'Ordre national des médecins du Cameroun qui n'en fait pas cas, n'a-t-on pas le sentiment aujourd'hui que tout est bâclé, caporalisé, sclérosé? On ne sait pas exactement comment, du moins, où donner la tête? Non, l'Ordre national des médecins du Cameroun a élaboré un projet dans ce sens et s'il faut interpeller, il faut interpeller le gouvernement qui n'arrive pas à l'imposer dans la pratique de sport, notamment dans de nos fédérations. C'est ça le problème. Je me rappelle encore, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, c'est vrai, ça va vite là. Oui. C'était du 27
au 28 mai 2010, le ministre, je pense Michel Zoa, des Sports, avait organisé un forum national sur le football à Yaoundé. Et justement, ce problème était reposé et les médecins ont mis un contenu. En fait, quand on mis, ce n'est pas ce jour-là seulement. Ils ont réitéré ce qu'ils ont toujours dit depuis au moins 1996. Quand je parle de 1996, c'est l'année où il y a eu, je dirais, à peu près une élection normale entre Joseph-Antoine Bell et Vincent Onana à la Fédération camerounaise de football. Et comment vous appelez ça, l'association des footballeurs du Cameroun à l'époque avait choisi justement comme son représentant auprès du comité d'urgence, donc du bureau de la FECAFOOT, un médecin, ancien footballeur. D'abord non, ils étaient d'ailleurs deux, parce que un était vice-président, il s'agit du docteur Jean-Marc Ngalembonjo, et un autre qui était son représentant au sein du comité exécutif qui s'appelle professeur Ama-Pierre. Je pense que si j'ai bonne mémoire, professeur Ama-Pierre était à l'époque, c'est un ancien footballeur des années 70. Oui. Et il devait être conseiller à la présidence de la République à l'époque. Et le docteur Ngalembonjo était d'ailleurs le président de ce qu'on appelle la Société des chirurgiens camerounais. C'est aussi un ancien footballeur, un ancien international camerounais. C'est d'ailleurs son maillot que Emmanuel Koundé a porté. Ils ont mis un contenu pour justement qu'à travers la Fédération camerounaise de football, les autres fédérations puissent s'en inspirer et surtout le gouvernement les adopte. Ils sont allés plus loin parce qu'ils ont réitéré ça au cours de ce forum, le forum dont je fais allusion tout à l'heure, qu'ils ont même proposé, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la faculté de médecine de Yaoundé, pour qu'on intègre, je ne sais pas comment vous appelez ça, les modules ou des spécialisations en médecine des sports. Je peux citer comme ça, dans cette commission-là, il y avait ce professeur Ama-Pierre, il y avait ce docteur Jean-Marc Ngalembonjo, il y avait Ferdinand Ngor, il y avait docteur Bissou Mahop, il y avait docteur Moutazé qui était leur aîné. Michel Moutazé. Voilà, qui était leur aîné, et docteur Tamo Moktamo. Pourquoi toutes ces personnes réunies, pourquoi toutes ces personnes réunies, effectivement, ont été, du moins sont aujourd'hui, je vais dire, ont été loin de la réalité, parce qu'aujourd'hui, le problème que pose Charles Hamel, dans la colère, est justifié. Pourquoi est-ce que la médecine du sport peut bien traîner au Cameroun alors qu'on a des têtes pensantes comme celle-là? C'est le pouvoir public. Mais qui attend quoi à votre avis? Mais justement, puisque en fait, ils avaient réussi à imposer, ne serait-ce qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, que tous les clubs affiliés, parce qu'on commence, il n'y a pas de ligue d'arrondissement, il y a des ligues départementales. Qu'à travers les ligues départementales, tous les joueurs devaient faire un test médical. Ils avaient réussi à imposer ça. Mais bon, vu des jours, normalisation, pas normalisation, bon, c'est arrivé. Mais j'ai dit, le contenu existe. Je peux peut-être même trahir un secret, que le docteur Ngalembonjo, Jean-Marc, il avait, je pense qu'il avait d'ailleurs rencontré le chef de l'État lors d'une de ses visites en Suisse. Je ne trahis pas un secret, puisqu'en fait, il l'avait dit lui-même. Il y a un contenu mûr, puisque en fait, professeur Amak, ou bien lui, Jean-Marc Ngalembonjo, c'est des enseignants. La médecine sportive, c'est la première fois que j'entendais des termes rébarbatifs. Moi, je ne connais pas. On parlait de traumatologie du sport, kinésithérapie, d'urgentisation dans la mer. Bon, beaucoup de choses, mais bon, ça veut dire qu'en fait, il y a des têtes pleines et bien faites sur la médecine sportive au Cameroun. Il suffit seulement que le gouvernement intègre d'abord au sein des facultés de médecine, mais également au sein des fédérations et du mouvement sportif. Vous dites que c'est le gouvernement. Il y a un contenu. Vous dites que justement c'est le gouvernement qui fait problème aujourd'hui. C'est le gouvernement qui bloque, qui refuse. À quelle fin? Je n'en sais rien. Je disais dernièrement, les mêmes. Est-ce que c'est important, s'il vous plaît? À la mort de Foué, en 2003, les deux professeurs Ama-Pierre et Jean-Marc Ngalembonjo, avec le président David Mayebe à l'époque, ils avaient demandé et obtenu de la FIFA qu'on intègre les défibrillateurs. Voilà un autre terme de rébarbatif, moi je ne sais pas. Défibrillateur, en fait, voilà, pour qu'il y ait au moins ces deux appareils à chaque match et tout. Ils en avaient acquis, je pense, 25 ou une trentaine.
pour que ça aille, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement dit ma part dedans, c'est combien? Ça, en réalité, ils ne l'ont pas dit, mais ce sont mes enquêtes. C'est une réalité camerounaise, mon Bengan. Je voudrais rapidement, Karine Santia, vous demander, ne pensez-vous pas justement qu'à la colère exprimée par Charles Hamel, on peut tenter d'imposer aux différentes fédérations sportives, y compris aux différents clubs sportifs au Cameroun, un cahier de charges lié à la santé du sport, afin certainement de désengorger ce secteur qui souffre aujourd'hui? Ça aurait été possible si on travaillait avec des personnes qui pensent de manière globale pour leur situation. Au Cameroun, même les cahiers de charges pour la santé tout court ne sont pas respectés. Combien de fois les cahiers de charges pour le domaine sportif, ce qui concerne la santé? Dans le monde entier, les recherches sur la médecine sportive continuent d'être faites parce qu'on a constaté qu'à chaque fois, il y a toujours un nouveau problème dans le domaine des sports. Si ce n'est pas la rupture de ligament, c'est la déchirure musculaire. Si ce n'est pas la déchirure musculaire, c'est les commotion cérébrale pour les sportifs. Et on se rend compte que de plus en plus, on compte des sportifs qui décèdent soit en plein stade, soit qui décèdent 3 jours après un choc qu'ils ont rencontré lorsqu'ils étaient en train de pratiquer leur sport. Et dans notre pays, il y a quelques mois, il y a un sportif camerounais qui est mort en plein stade à Yaoundé alors qu'il était en plein match. Je crois que c'était un joueur du Canon, du Tonnerre, quelque chose comme ça. Et ouais. Ce qui est quand même grave, c'est que lorsque vous voyez même toute l'information qui a été traitée autour de cela, vous vous rendez compte qu'il y a comme une marginalisation même de ces sportifs camerounais-là. Si vous ne jouez pas à l'étranger, vous ne valez même rien. Et ce qui m'inquiète, c'est d'abord que c'est une question qui est très importante. On ne peut pas parler de sport sans parler de santé parce que les sportifs sont victimes au quotidien. Je dis peu importe le sport. Peu importe le sport, les sportifs, même les joueurs de tennis sont parfois victimes de rupture de ligaments au niveau du genou. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de sport sans avoir pensé à un système de santé. Il y a les kinésithérapeutes qui sont très utilisés dans le domaine de sport pour la rééducation des sportifs parfois qui sortent des accidents, des douleurs musculaires et autres. Mais dans notre pays, quand même, on voit que les brancardiers encore restent très très rares lorsqu'il y a des matchs. C'est parfois les joueurs eux-mêmes qui accourent au milieu du dans les stades pour rapatrier leur joueur qui a eu un accident en plein match. Lorsqu'il y a un match dans les clubs camerounais. Voilà, vous voyez que c'est parfois les sportifs, c'est parfois les coachs qui vont et transportent le joueur hors du stade. Et pourtant, il faut des spécialistes, des brancardiers, des urgentistes pour gérer tout cela. Parce qu'on ne peut pas parler d'une discipline, par exemple comme le football aujourd'hui dans notre pays, sans parler d'un spécialiste de la santé du football. Par exemple, c'est des critères. Et dans le football, il y a tellement de problèmes qu'un joueur peut sauter espérant attraper un ballon avec la tête et se cogner à la tête de son voisin et il s'écroule. Il faudra bien quelqu'un... Oui, pourquoi pas? Quand vous dites son voisin, vous sentez mais que vous êtes resté dans... Oui. Non, mais c'est ce qui est visible. Ça fait l'adversaire comme son coéquipier. Oui. Allez, on va justement dire merci Karine Santia. Dominique Audrey, on va peut-être revenir avec l'actualité du moment, ce que tous les pays du monde traversent aujourd'hui, avec des championnats qui sont renvoyés, qui ne se jouent pas. N'avez-vous pas le sentiment que on risque d'avoir encore plus de problèmes de santé du sport avec le confinement qui a été long pour certains footballeurs, à leur retour justement sur le terrain? C'est clair qu'il y aura encore des problèmes parce que les médecins sportifs, en plus d'assurer le traitement, ont un rôle de conseil, que ce soit sur le plan diététique de ces joueurs-là et également sur des conseils sur comment dormir et autres pour être bien et performant dans les stades. Pendant ces périodes de confinement, on ne sait pas comment est-ce qu'ils se sont alimentés, comment est-ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont fait, s'ils ont dormi, s'ils ont consommé de l'alcool. Conséquence, lorsqu'ils vont revenir sur des stades, ce ne sera pas des personnes totalement aptes. Parce qu'il faut dire que le médecin sportif s'assure de l'état, du bon état. C'est un peu comme une voiture. On doit faire un check-up complet pour savoir si ce joueur peut effectivement assurer un match ou bien un combat et toute autre activité sportive. Au Cameroun, on peut dire qu'on a quelques médecins sportifs, mais qui restent dans l'ombre.
qui reste dans l'ombre parce que malheureusement, il ne bénéficie pas de l'accompagnement du gouvernement. Je pense notamment à David Abo Assana qui, à une certaine époque, a travaillé avec certaines équipes, mais à lui seul, il ne pourra pas tout gérer. S'il est dans le football, le volley et le handball, il va falloir que d'autres aillent au niveau du judo, aillent au niveau du tennis. Donc, le ministère des Sports gagnerait à investir également dans les médecins sportifs pour être sûr qu'on aura des bonnes équipes. Et il faudra aussi qu'on sache qu'un joueur en bonne santé, c'est un joueur qui peut avoir de très bonnes performances. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengelek. Madame, Monsieur, merci à vous de nous rester fidèles sur les antennes d'Equinox Télévision. Nous vous rappelons que on va tenter également tout à l'heure d'en savoir un peu plus sur la question. Est-ce que les clubs eux-mêmes ne peuvent pas se dire à la base, au-delà du cahier des charges, même si on me l'a pas imposé, pour le bien des joueurs, je dois m'arranger en tant que président de club à voir qu'est-ce que je peux mettre en place comme élément pour la santé de mes joueurs. Mais Charles Hamel, peut-être le temps de revenir, puisqu'on a quelques minutes justement de la première partie. Est-ce qu'on peut dire rapidement que le besoin est hyper urgent aujourd'hui, que ça peut être une poste d'emploi pour l'État du Cameroun, desservir également, mais surtout créer de l'emploi pour les Camerounais à travers les clubs et à travers toutes les disciplines sportives qu'on connaît au Cameroun aujourd'hui? Lorsque vous voyez la configuration en Europe, vous vous rendez compte qu'il y a 6 personnes qui tournent tout autour d'un joueur. Vous avez le médecin, vous avez le kinésithérapeute, vous avez l'infirmier, vous avez le diététicien, vous avez le psychologue, M. Michel Ngadjou, qui intervient, et vous avez le dernier, celui qu'on néglige généralement, l'amuseur. Il y a des clones dans chaque équipe, il y a des mascottes de clones qui interviennent pour détendre. On s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui, à quelques jours du match, avaient des traumatismes ou un problème avec l'épouse. Un gars qui est performant aux entraînements, mais parce qu'il a eu un problème avec sa femme, il arrive au stade. Ce jour-là, il vous saccage, comme on dit, le match. On prend la peine de le suivre. Au Cameroun, c'est le coach qui est le père. C'est le coach qui est le clown. C'est le coach qui est le psychologue. C'est le coach qui joue pratiquement tous les rôles. Et c'est à ça. Et on veut des résultats vis-à-vis de ce coach. C'est impossible. Il est hyper urgent qu'on ait des médecins de sport, monsieur Michel Ngadjou. On va le faire sur la mail, gardez la parole, on revient avec vous en deuxième partie. Il est urgent qu'on ait des médecins de sport, Charles Hamel l'a dit tout à l'heure, peut-être ce que nous renverra tout à l'heure à la professionnalisation même du sport au Cameroun en général. Madame, monsieur, restez des nôtres, c'est 10-12 le Zénith. Bon retour sur nos antennes, madame, monsieur. Merci de nous faire plaisir et de vous faire plaisir également en restant là. Nous allons saluer également toutes les grandes populations de Douala, celles qui nous regardent ce matin. Et on le sait, il pleut abondamment dans la capitale économique du Cameroun. Et on espère que des familles ne seront pas inondées à la fin de la pluie ou des maisons ne seront pas inondées de pluie ou d'eau de pluie à la fin de cette pluie. Eh bien, merci de garder le courage, merci également d'être fort pour cette réalité que nous tous nous connaissons en ce moment au Cameroun. Vous le savez, il y a 2 jours, le Gabon il y a 3 jours déjà, le Gabon a fermé ses frontières au pays de l'Union européenne pour respecter la loi sur la réciprocité. Hier également, nous le faisions savoir sur ce plateau et après cette émission, le Sénégal également a rendu public cette décision. Qu'est-ce que le Cameroun attend alors que le Premier ministre du gouvernement hier en visioconférence reparlait encore de ces cas ou encore du Covid-19 au Cameroun avec les membres du gouvernement? On ressortira que pour le moment il y a des négociations qui sont entamées avec l'Union européenne pour voir comment les ressortissants camerounais pourront aller et revenir. Assez compliqué quand même, quand on sait exactement que Air France a 3 vols hebdomadaires au Cameroun et que d'autres compagnies aériennes sont interdites justement d'atterrir au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le temps pour les Camerounais, la jeunesse camerounaise du moment de se lever et dire c'en est trop parce que le Cameroun n'appartient pas aux Français, le Cameroun appartient aux Camerounais et les Camerounais devraient se lever également pour dire stop justement à cette gabégie qui n'a que trop duré.
Revenons justement à la question du sport. Charles Aben Bachou. Nous tentions tout à l'heure, après la chronique, de nous demander est-ce qu'on ne peut pas, sur le coup, dire que l'ensemble des disciplines sportives au Cameroun, avec une création d'emplois forte, peut donner de l'emploi justement à ces personnes formées dans l'univers de la médecine, mais surtout dans l'univers du sport, pour prendre en charge les sportifs. Et vous semblez justement nous dire qu'en Europe, il y a par joueur 6 médecins. Oui, 6 médecins qui accompagnent la vie d'un joueur. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que ces gars brillent à tous les niveaux. Posez la question, le sport, la discipline là où il y a beaucoup plus, monsieur Michel Ngachou, des dégâts, allez voir le taekwondo, allez voir le karaté, allez voir le nambudo et le judo. Vous allez vous rendre compte que parfois un gars finit après avoir fait une prise, une mauvaise prise, le gars s'écroule. Il sort, comme il sort là pour lui, ça s'arrête, hein, monsieur Michel Ngachou. Soit il sort de là pour aller rencontrer un masseur, les masseurs du village, on va le masser avec l'os de chimpanzé et tout. Il va faire ces 6 mois avant de revenir pour être plein de la compétition. Ce n'est pas des gars qui vont à l'hôpital. Les karatékas demandent à mettre à Mwandem, Alex, Guy Benaye, ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer. Posez-leur la question, ils vont vous dire comment est-ce que cette discipline, comment est-ce qu'il fonctionne dans cette discipline. Parfois, vous êtes en pleine, même les katas, les simples katas, vous foulez une cheville. C'est là où vous entendez les gars dire que vous avez souvent vu ça. Si vous allez dans le stade, vous voyez un joueur, avant d'entrer au stade, il prend la patte du poulet. Il enfonce dans les bas. Il entre au stade, il court. Quand vous venez faire le tacle, c'est la patte du poulet qui se casse, ce n'est pas lui. Mais oui, ben bon, vous voyez pas beaucoup. C'est que je vais relancer mon tout à l'heure pour savoir s'il y a une médecine de sport traditionnelle. Oui. Il nous en dira quelque chose certainement. Attendez, il y a plusieurs joueurs qui se sont cassés le pied en Europe, je ne cite pas les noms. Ils sont revenus, ils ont fait le rituel sur le poulet. Ils sont repartis, ils ont joué comme des gens qui n'ont jamais cassé le pied. Ça existe. Donc, c'est dire que si ce n'est pas la méchanceté, franchement, monsieur Michel Ngachou, qu'est-ce que cela peut être? Que vous arrivez dans un stade, il y a un cargo, pardon, j'ai failli dire ambulance, un cargo qui est garé là qu'on appelle ambulance. Vous avez des joueurs qui ont des fractures, qui ont des sérieux dommages corporels. Qu'on le mette dans l'ambulance, qui ne démarre pas, qu'on soit obligé de tchouquer. On tchouque, on arrive à des gens, on dit que non, on ne veut pas, on vous connaît. Vous n'allez pas payer, continuez. On n'ouvre pas la barrière. Je vous le dis, monsieur Michel Ngachou. Allez, ils arrivent à la cantine. On dit encore vous, on vient abandonner. On dit non, le président du club arrive, il dit non, je vais gérer. Il enlève peut-être 10 ou 20 000, il dépose. Le reste, c'est la famille du joueur. Le reste, c'est la famille du joueur. Ça, il faut le dire. Pourquoi doit avoir un club si les préalables ne sont pas respectés, monsieur Michel Ngachou? Chaque club devait avoir un médecin, un kinésithérapeute et un infirmier. Basiquement. Ouais. Mais ce n'est pas le cas, monsieur Michel Ngachou. Vous avez même un diététicien. Imaginez-vous que beaucoup de joueurs vous disent qu'ils mangent des beignets haricots. Ouais. Un gars qui va manger beignets BHB, beignets haricots bouillis, il sort de là, il entre au stade. Le corps pèse, premier racle, il se coupe, il dort. C'est fini. C'est la tête qui s'en va. Non, il y a des traumatismes. Vous allez vous rendre compte que le football, les traumatismes du football ne sont pas les mêmes que le handball, que le volleyball, que le karaté, que le judo. Donc chaque discipline devait être équipée. Mais ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on peut vouloir les résultats sans procéder à un investissement au préalable? Voilà là où on vit. Malheureusement, ça existe. Est-ce qu'on ne craint pas justement qu'au sorti du confinement, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont partis là, qu'il n'y ait plus de blessures lorsqu'on va lancer les championnats locaux? Monsieur Michel Ngachou, la majeure partie des joueurs que vous approchez maintenant ont pris du poids. Il faut un confinement dans une bouffe extrême. Quand vous êtes à la maison, vous ne faites rien pour manger. Il y a ceux qui se battent à faire le footing tous les matins. Hein? Il y a ceux qui se battent tous les matins à faire le footing. On les aperçoit faire le footing. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, j'ai aperçu Arnaud Moncam qui faisait le footing. Lui aussi, c'est un professionnel. Je l'ai quand même vu. Il courait, je l'ai interpellé. Je dis, mais comment tu te le... Il dit non, et qui va aller au stade? Tous les stades ont été réquisitionnés pour le Covid-19. Qui va aller s'entraîner? Et c'est là que je me suis souvenu qu'effectivement, au lieu de laisser même les stades où certains pouvaient respecter la distanciation et aller courir, on a réquisitionné les stades. Fermer d'autres stades, les sportifs sont obligés de courir, faire le cours, ça dit prendre l'école publique, footing. Dogoti, il prend footing. Alors, bon, Bédiaz, avant de donner justement la parole à Karine Sonta, pour nous prendre bien sûr
les différents messages de nos téléspectateurs. N'y a-t-il pas, n'existe-t-il pas, ou n'existe-t-elle pas, si vous voulez, une médecine du sport traditionnelle? Voilà. Il existe sur le plan préventif et curatif. La médecine du sport traditionnelle. Absolument. Demandez à Somba Hanak, il a fait sa carrière sans avoir connu de telles choses. Ouais. Et voilà, parce que lui, il a cru, par rapport à ses aînés, François Oumambi, par exemple, que lui, il pensait, bon, il a dit, la sorcellerie, bon, voilà. Il a dit on doit se interroger. On peut parler de son maintenant que je suis en train de Que voir. son pied, il est tombé Il jamais. n'a jamais eu de blessure. Ce gars n'a jamais eu de problème. Mais c'est quand il a arrêté la carrière qu'il est tombé. Alors, malade. c'est dire, Je dis sur le plan préventif et curatif. il y a une Donc, médecine ça- de sport traditionnelle. Absolument. Donc, devrait vous ajouter dans l'équipe. S'ils veulent, on n'accepte pas qu'on puisse proposer le protocole pour soigner une grippe, une méchante grippe Ouais. qu'on appelle Corona. Bon, là où il y a trop de gombo, on ne peut pas. Là, alors, on C'est pourra comme pas ça, nous- c'est formidable. Qu'on ait une médecine de sport traditionnelle sur le plan préventif et curatif. Donc, on fait la kinésithérapie. En réalité, on devrait plutôt faire confiance aux traditionalistes Qui a dit ça? que de se m'enfant tout le temps avec des médecins à notre niveau. Dominique, dites-nous quand même, est-ce que ça ne vous dit pas ça, cette médecine traditionnelle, cette médecine du sport, je vais dire traditionnelle, c'est une bonne idée, non? C'est une bonne technique, non? Il faut C'est éviter vrai. d'avoir trop de blessures. C'est vrai que j'aimerais voir comment ça se passe. Je n'arrive pas à imaginer ça. Si d'abord on n'a pas de médecin conventionnel, j'aimerais bien voir dans quel Cameroun on Mais va un exemple a été accepter que donné, ça se celui de passe. Somba Hanak. Non, mais sur le attendez. plateau. Bon, là, moi j'en sais rien. Mais Au Mambique également. Non, mais le commande a refusé. Ah, il avait refusé. J'ai cité le nom des vivants, interrogez-les. Ouais. Justement, c'est ça l'appréhension que j'ai. C'est comme quoi se blinder, se protéger. C'est le nom de ses enfants. Donc vous les Voilà. interrogez. Vous Bon. mettez ma parole. Là. Non, on ne doute pas. On doute Non, pas. non, je ne pas en doute. C'est juste Aucun que j'ai doute. du mal un peu à croire en ça. Donc peut-être c'est Merci. ça qui fait. Merci beaucoup Dominique, certainement qui n'a pas assez à dire quand même sur le sujet. Allez, on va... Non, je ne vais pas aller le Non, mais nous respectons la tradition et nous Ouais, tout à respectons fait. la médecine traditionnelle. Non, même on devrait nous donner des astuces parce qu'on a attaqué la médecine conventionnelle. Ouais. Sur le plan En préventif, réalité- quand même, j'aimerais bien savoir comment on prévient. Sur le plan curatif, par exemple, une jambe cassée, on fait comment? Bon, 2-3 astuces quand C'est même, on une veut savoir. écorce. Mais là, c'est plus les blessures. Il y a des préventions, on peut éviter les comment vous appelez ça? De casser sa jambe. Ouais. Comment Oui, on les fractures. Non, c'est pas. Il y a une C'est école la de médecine. Merci. Même tous ceux qui sont étudiants en sciences, ils ne font pas la médecine. Il y a une école de médecine où on apprend ces choses. Merci beaucoup mon Le Benjamin. professeur Baber vous a dit dernièrement que quand femme de Bonaparte il va au village, lui c'est un orthopédiste, c'est l'un des orthopédistes. Il a appris ça où? Il a commencé par le village. Ouais. Voilà. Merci beaucoup mon Donc, bon, vraiment. Pourquoi le professeur Baber est l'un des meilleurs orthopédistes en Afrique noire? Allez l'interroger. Voilà, je vous donne son, je vous donne le professeur Baber, ils vous diront. C'est peut-être l'occasion de dire aux Africains qui nous regardent ce matin que c'est l'occasion de faire confiance à l'Afrique, l'occasion de faire confiance aux Africains, aux réalités africaines. On a vu les limites aujourd'hui de la médecine occidentale. On ne dit pas non plus qu'elle n'a pas une portée, mais on a vu des limites et à chaque fois, le sentiment qui nous anime est tel que nous croyons que tout est en Afrique, tout est justement dans les bases africaines. Karine Santia, les messages, je vous en prie. Ce bailleur doit être puni et que cette femme porte plainte. Déjà qu'il n'y a pas de contrat de bail. La location est un calvaire au Cameroun. Je suis locataire et mon bailleur me comprend trop. Que le Seigneur bénisse cet homme. Flora Camo. Les plus grandes relations dans la vie se construisent entre les bailleurs et les locataires. C'est les vraies familles. Parce que vous avez des maisons où, lorsque les gars même sont partis de la maison, ils sont sortis de là pour aller loin. Ils ont gardé de très bonnes relations entre le bailleur et... Je dis qu'il y a plein, j'en connais plein comme ça, où les relations sont soudées. Il est plus qu'un père pour tous ceux qui sont passés. Et d'autres que vraiment, c'est les familles. Non, mais parfois, il y a les locataires qui sont vraiment
incroyable. Hein. Donc, pour vous dire qu'il y en a qui sont vraiment hors normes. C'est pas comme si on jetait l'opprobre sur les bailleurs. J'ai dit, il y a des locataires qui arrivent chez vous, mais avec tous leurs problèmes, vous allez les aider, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour les aider comme quelqu'un qui arrive chez vous. Mais à la fin, il vous dira que d'abord, c'est lui qui vous nourrit. Donc, faites très attention. C'est pas comme si les locataires étaient aussi des saints. Les locataires qui étaient des saints. Ils en font un peu trop. Il faut arrêter de prendre des exceptions pour accompagner la règle. Il n'y a pas de commerce sans crédit. Même le commerce des épingles, on fait le crédit, monsieur Michel Gatou. Il n'y a pas de commerce sans crédit. Quelqu'un ne peut pas vivre. Vous pouvez être, voilà la période de Covid. Vous êtes locataire, par exemple, on prend le cas de VECAM. 1500 personnes sont au chômage. Vous avez des gens qui sont allés s'installer de ce côté. Quand on a vous mettre au quartier. Est-ce qu'à l'immédiat, vous sortez, vous ramassez vos choses, vous partez où? C'est pas ce qu'on dit. Non, je prends cet exemple pour dire que vous devez expliquer. Il y a des bailleurs qui ne veulent pas comprendre à un moment donné la situation que traversent les locataires. Il y a des locataires véreux. Il y a des locataires bandits. Mais ça, c'est des exceptions. Des exceptions qu'on peut régler facilement dans la société et qu'on se bat même à régler, monsieur Michel Gatou. Vous savez, c'est parce qu'on a négligé les chefs traditionnels ou les chefs de quartier ont négligé leur rôle. Chez nous, monsieur Michel Gatou, je vais vous dire, quand une situation arrive, le bailleur qui va se plaindre chez le chef de quartier. Le chef de quartier vous fait une sommation. Que monsieur, à vous le locataire, oui. Que nous vous donnons tel nombre de temps pour sortir de la maison de ce monsieur. Ce monsieur est en règle. Vous ne le faites pas sur le quartier. Non, mais vous pouvez dire comme vous voulez. C'est le quartier qui vous met dehors. Je vous le dis. C'est comme ça que ça fonctionne. Le quartier qui vous met dehors. Et quand la gendarmerie arrive, on dit que c'est le quartier, ce monsieur est indésirable, c'est un bandit, on l'a foutu dehors. Ils se tournent, ils s'en vont. On est en période. Vous voyez la campagne que l'entreprise de distribution d'électricité a mise sur le terrain aujourd'hui pour éradiquer les distributeurs d'électricité au Cameroun, qu'on appelait généralement son loulou. Vous savez même où vient ce problème? Il y a que les locataires, certains locataires arrivent dans des maisons, ils prennent l'électricité chez le bailleur, vu qu'ils ont et les congélateurs, et les micro-ondes, et les chauffe-eau, et ainsi de suite. Ils voient que l'électricité est très coûteuse, les prix sont très coûteux. Ils décident d'aller voir les sonloulous qui vont leur donner des prix forfaitaires. Et lorsque Eneo arrive, on ne veut pas savoir si c'est chez vous qu'on prend l'électricité ou bien c'est à l'extérieur. Vous allez payer, vous le bailleur. Il y a des personnes aujourd'hui comme ça dans les quartiers qui sont en train de payer les forfaits commis par leurs locataires. Et qui mettent le bailleur en difficulté. Il y a des gens qui sont aujourd'hui au tribunal, justement parce que le locataire est arrivé, a refusé d'avoir un compteur qui vient de l'entreprise, a refusé de prendre l'électricité chez le bailleur parce qu'on allait compter en fonction de kilowatts. On décidé de prendre chez ceux qu'on appelle généralement son loulou. Et aujourd'hui, ils ont mis les bailleurs dans les problèmes. Donc, c'est une situation qui est très commune. Dans cette affaire-là, bailleur-locataire... C'est très compliqué. C'est compliqué. Allez, les messages, Karine Santia. Il y a des compteurs individuels que j'utilise dans mon immeuble. Quand tu arrives à l'entreprise, on t'enregistre et on vous les donne. Et tu consommes ce que tu payes. Le bailleur décide de ce qu'il fait de vous dans ce pays, car le plus petit est le plus souvent dégusté par le plus grand. Mani Tonta Prada. Alors, parce que tous ces membres du gouvernement, il ne faut pas tourner. Ils sont les bailleurs. Tous les membres du gouvernement ont des immeubles. Les députés aussi. Hein. Je dis tous, jusqu'au directeur. Si vous voulez, on cite les noms. Vous allez voir qu'on va faire la liste du bac. Ils sont nombreux. Tous sont des bailleurs. Ils ont des maisons partout. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, on torpille toujours ce projet au niveau de l'homologation des prix, du bail, de la location. On est toujours en train de torpiller parce que tous sont des bailleurs. Je connais l'ancien gouverneur, M. Michel Gatou. On l'avait nommé ministre, il avait fini ministre de l'AT. Avant de prendre sa retraite, il avait été éjecté, manu militaire pour une action qu'il avait commise. Quand il est arrivé ici à Douala, il a 6 immeubles. 6 immeubles ici à Douala. Il arrive au rez-de-chaussée. Il appelle que je suis en bas. Le concierge toque toutes les portes. Vous descendez, payez. Et il faisait les prix comme il voulait et comme il entendait. Ils sont nombreux. Qu'on les enlève, qu'on enlève un peu ça, vous allez voir, attendez, les choses vont changer tôt ou tard. Très bien. Quel message, Karine Santia? Moi, ici, voilà, un autre message. C'est vrai, mais les bailleurs... Vivre avec son bailleur dans la même cité est très dur. Même lorsque tu manges, il te surveille. Alex Ngounou.
Alors, malgré les mauvaises conditions de vie, il demande les loyers 10 mois, 12 mois. Comme si tu avais cet argent, tu n'allais pas construire ta part. Un autre message à l'instant. Voilà un gouvernement de médiocres qui donne 1 milliard pour lutter contre la propagation du Covid-19 en disant qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Et boum, hier, ils achètent des chars de guerre blindés pour protéger leur pouvoir. Les bailleurs maintenant minces, ils font les loyers trop chers et demandent les 2 ans de loyer. Arrêtez cette sorcellerie, vous allez manger vos maisons. C'était qui écrit. Alors, elle n'avait qu'à demander son compteur divisionnaire. Elle était bien d'accord d'emblée. Le bailleur souhaite tout simplement l'expulser. Maxi Njenji qui écrit. En principe, dans les familles, on devrait s'arranger, monsieur Michel Ngachouka, 40 ans. Chaque enfant est son toit. C'est parce que la société, au plus tard 40 ans, ouais. Un enfant devait avoir son toit. Regardez, monsieur Michel Ngachou, les bensikineurs. Vous voyez les bensikineurs, et je tire un coup de chapeau à ces bensikineurs, ils se battent. Avoir chacun un toit. Tous les bensikineurs que vous voyez, ne parlez pas mal à un bensikineur. Bien sûr, bien sûr. Les bensikineurs que vous voyez, dès que le gars il attrape, c'est 500, 600 000. Vous le voyez partir, donc pas si il va appeler 431, il se bat. Dès qu'il trouve un petit lopin, on dit que c'est 300, 400 000. Il paye. 2 jours plus tard, il cherche son argent, les planches. Il tape les planches, il entre chez lui. Avant de réfléchir plus tard comment monter en dur. On a mis dans le système, le système formaté, occidentalisé, français, que si vous n'avez pas 13 millions, vous ne pouvez pas entamer le chantier, acheter la maison, faire la fondation. Il faut si vous ne devez pas couler la dalle, ne commencez même pas. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez ici, on est dur vis-à-vis des femmes. C'est la femme qui pousse l'homme à construire. C'est la femme qui pousse l'homme à construire. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un a fait 20 ans de location, monsieur Michel Ngachou? Vous avez des gens qui ont 25 ans de location, 30 ans de location. Et la femme est toujours là. Elle mange. Elle tourne. Le jour que le mari meurt, oh, on veut me jeter dehors. 30 ans, tu étais où? Et je voudrais quand même je voudrais rajouter un tout petit peu avec vos permissions. C'est la femme. Non, effectivement. Non, nous pensons. Il y a des exceptions. C'est un avis, puisque c'est un talk show, on peut en parler. Mais là, vraiment, il y a des exceptions. Lorsqu'on construit une maison, lorsqu'un homme construit une maison, il la construit pour sa femme et ses enfants. Un homme normal. Normalement construit. Lorsqu'un homme construit sa maison, c'est pour sa femme et ses enfants. Je préfère, donc en réalité, le mot sécuriser sa famille. Parce que là, il y aura encore des distorsions. Normalement, pour sa femme et ses enfants, c'est compliqué. Donc, sécuriser sa famille. Bon, c'est pour sécuriser sa famille. Oui, c'est mieux. Bon, en réalité, parce que nous, les hommes, on peut avoir 3, 4, 5, 10 femmes et décider d'offrir à chacune de ces femmes un toit. C'est bien. Ça, c'est une logique en fait africaine. Donc voilà. Bon, on me dirait pas le contraire. C'est bien. C'est bien parce que vous savez que parfois vous gardez tous les papiers chez une femme. Et après, c'est la femme qui impulse. Je vous assure que c'est la femme qui impulse la construction de la maison. Vous avez des femmes qui vont vous dire que même si c'est en tôle, tape en tôle, j'entre chez moi. Parfois même la maison n'est pas finie. Je dis que vous avez seulement tôlé la chambre et une partie du salon. La femme ramasse ses affaires. Elle ramasse ses affaires et dit que tu veux rester en location, reste, je pars chez moi. Vous allez seulement sortir. Vous savez pas ce qu'elle est vivre. Allez, merci à vous. Merci à vous, cher Abel. Merci. La maison là avec moi dedans. Je ne sais pas pourquoi Dominique Audé est très calme à ce sujet, effectivement. Mais quand même, je veux relancer Dominique Audé. C'est juste une virgule. C'est juste une virgule. Non, c'est juste une virgule. Dis-nous, ne pensez-vous pas, Dominique, qu'il est important que la femme, justement, encourage son homme à construire la maison dans laquelle elle va vivre avec son homme jusqu'à la fin des jours? Ne pensez-vous pas que c'est important? Je ne connais aucune femme qui soit contre le fait d'avoir son chez elle à elle. Vraiment, je n'en ai jamais rencontré. Maintenant, quand il faut peut-être... 25 ans, son mari, 25, 30 ans de vous pensez vraiment que c'est sa faute? Vous parlez de quels hommes? Ces hommes-là, lorsque tu vas l'ouvrir, on va te dire, madame, l'argent ne parle pas, on va te coucher là-bas. De quel homme parlez-vous? L'argent, ça ne parle pas. En tout cas, le vrai. Non, le vrai argent ne parle pas. Ça reste tranquille et ça, c'est l'homme, finalement, moi je ne sais même plus qui dirige. Hein. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Il faut vous décider. De notre côté là-bas, on se construit tous les deux. Il faut vous décider, on ne sait même plus, finalement.
L'argent ne Non, parle c'est pas. l'attitude de Mbombo me fait rire parce qu'il est très calme, il regarde. Non, en réalité, je sais que ma fille me provoque. La femme parle au lit. À C'est au 5 lit, heures. ce n'est pas Et dans après- la cour, et ce n'est pas au salon. Ouais. On a Au pris salon, son coup, on à a la violé. limite, quand les enfants dorment et monsieur est à table, tu essuies la bouche quand il mange, Voilà. tu dis, mais chérie, toi-même, regarde, Regarde. que si on était chez nous. Mais Voilà. quand on mange le riz avec l'ombunga, Voilà. on reste chez nous. C'est comme ça que les hommes? enfants sont dans leur Lesquels peuvent Lesquels? Lesquels Lesquels problèmes? On a une nouvelle race de Vous avez Bantous. les gens. Attendez, permettez Dominique, oui, vous le dites. On a une nouvelle race de Bantous, les nouveaux adeptes du Bantouland là, qui vraiment, moi je sais pas comment ça se passe dans leur tête. Je sais pas si c'est d'eux qu'on parle. Peut-être les Bantous d'une certaine époque. Mais qu'est-ce que vous avez comme problème avec ces bantous? Qu'est-ce que vous avez vu? Moi j'ai pas de problème. C'est quoi le souci concret, concrètement? Michel, Oui, Michel, Dominique. je suis quelqu'un de très libéral et tout le monde le sait. Chacun choisit l'orientation qu'il veut. Ça l'engage et les conséquences, chacun gère. Donc, si vous décidez d'être entre guillemets bantou, dans tout ce que ça comporte, soyez-le jusqu'au bout. Les bantous, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui fait. Mais après, vous demandez encore à la femme de faire en même temps. C'est la femme qui doit faire, c'est la femme qui doit faire. Sortez-nous un livre, une Bible ce niveau. bantou. Attends, non. Une Permettez Bible qu'elle qui finisse. va nous dire qu'à tel niveau la femme peut parler et à tel niveau elle ne peut pas parler. À ce moment elle peut parler et à ce moment elle ne peut pas parler parce qu'on nous a toujours dit ici qu'elle peut dire et maintenant c'est à l'homme de voir s'il l'obtempère ou bien s'il applique ou pas. Donc vraiment, Non, bien ne vouloir pensez-vous nous pas que fixer. vous-même en tant que femme, vous devriez au quotidien motiver votre homme à construire votre maison, Dans même mon s'il monde, veut c'est elle, vivre en c'est location, Michel, malgré Michel, toutes les difficultés qu'on a au Cameroun. Oui, Michel, dans le monde dans lequel je vis dans ma tête, comme tout le monde le dit là, On contribue c'est comme ça ensemble. que ça se passe, on le fait tous les deux. Monsieur Sur les Michel occidentalités, chacun, Monsieur Kassel, on Permettez est- Karim on est- Sotiras prononcer. on est Il y des a- Permettez partenaires. Karim bien- Sotiras, écoutons c'est Karim. bien parce qu'un homme est capable d'acheter un terrain, construire une maison et dire à sa femme déménageons et allons habiter là-bas, ça ne dérange personne. Mais lorsqu'une femme va dire chérie, il faut qu'on construise un terrain, elle dit ah, tu connais d'abord mes poches, tu connais d'abord ce que j'ai, tu connais. Donc il y a tellement de choses. Dans cette affaire, il faut qu'on trouve le juste milieu. Et le juste milieu, normalement c'est le dialogue. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des hommes qui Petite vous disent virgule, que... Karim. Oui. Bombo tout à l'heure a dit Oui. que c'est lorsque les enfants sont dans leur chambre au soir, lorsque les enfants sont reposés Oui, dans leur que- chambre, vous êtes à table avec votre monsieur, pendant qu'il mange essuyer la bouche entre guillemets, Pour comme vous qu'il dites, vous écoute. est-ce qu'il n'y a pas un problème de manière pour transmettre justement le message qui est Ce fort n'est pas une venant de la question. femme? Le problème n'est pas dans la manière. Parce que même quand vous le dites au lit, on peut vous étrangler. Voilà. Vraiment. Donc, Monsieur il Michel, faut, ce n'est pas une question de manière. Ce n'est Ça, pas une ça, question on de va manière. rapidement. Il faut que les gens trouvent un consensus. Parce qu'il y a des hommes qui aiment le luxe. C'est-à-dire que quand il est dans un appartement qui est peut-être au deuxième niveau d'un immeuble et qui peut monter prendre les escaliers pour y arriver, il s'est carrelé et tout. Il ne veut même pas penser à avoir une maison et parfois les deux pensent pareil. Maintenant, on m'a dit que c'est à cause de la femme que c'est comme ça. Alors que les deux sont pareils, ils sont rencontrés, ils étaient pareils. Maintenant, ce sera à cause de la femme que les deux n'avancent pas. Monsieur, et pourtant, non, on n'a et pas- pourtant- on n'a pas accusé la non, femme, Non, Karine non, Cynthia. on a dit que quand l'homme Si, ne si. construit pas, il fait 30 ans en relation, c'est à C'est cause la de la femme. femme. Non. Vraiment, et vraiment, c'est là où se trouve Non, mon il a problème. dit qu'il peut accuser les... Il n'a pas dit ça Laissez à donc. cause Non, des c'est femmes. pas Je du tout, peux c'est la femme. Michel, Je sais pas, tu n'as pas parlé de accuser les... possibilité. Non, Est-ce qu'il a expliqué alors? est-ce qu'il a dit Il ça a comme ça? expliqué, c'est pourquoi je lui dis que il y a parmi ces hommes-là les amoureux du luxe et de la grande vie qui n'ont rien à faire de leur Merci. maison. Merci, Michel Charles Mathieu, rapidement, Ngachou. et on finit ce sujet. La rapidement. plus grosse insulte d'un père à son enfant qui travaille, c'est de lui dire viens, je t'ai acheté le terrain. C'est la plus grosse insulte qu'un père peut faire à son enfant. Pour que ça n'arrive pas, vous êtes marié à une femme. Je ne veux pas dire des choses qui n'existent pas. C'est la femme qui doit dire à son mari qu'il nous faut un toit. Qu'elle dise, comme on dit qu'on étrangle, nous sommes devenus des étrangleurs dans le lit. Oui. Vous voyez, regardez ça. Et avec ça, les jeunes filles qui nous regardent au quartier vont se braquer. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, pourquoi? Parce que c'est le rôle de la femme d'impulser. Vous avez dit quelque chose de très particulier. Est-ce que ce n'est pas une question de manière? Qui cherche le terrain, c'est la femme. Bien sûr. C'est la femme qui cherche le terrain. Ouais, chérie, vraiment, j'étais là avec dans la sociale, je discutais avec quelqu'un. Sur On m'a ce dit plateau. qu'on va. On nous On a m'a dit dit. que les femmes ne parlent pas des Permettez affaires de Karine. terrain. Sur Allez-y, ce Charles. plateau. Permettez Karine. Allez-y, Charles Amel.
On m'a dit qu'on vend le terrain à Yassa. Essaye un peu de te renseigner. Tu me dis, moi aussi je vais me renseigner. C'est la manière. C'est la manière. L'homme va dire, tu t'es déjà renseigné. Dis-moi une fois, c'est qui? L'homme, la femme va dire, ah, il y a telle personne qui m'a parlé. Toi aussi, va voir. C'est la femme qui impulse. Regarde, on est en train de dépenser. Vous avez des gens qui touchent 300 000. Ils mettent 200 000 dans la maison, ils vivent à 100 000 francs. Monsieur Michel, j'en connais plein ici. Qui vivent à 200 000 dans la maison, ils mangent 100 000. La femme, elle se complaît à cela. Non, c'est la femme qui doit dire. Et d'ailleurs, même que quand un homme a fait 10 ans de location, la femme, là, si elle est sage, qu'elle porte ses affaires par 10 ans de location sans avoir pensé se prendre un terrain construit, la femme là doit sortir. 10 ans. Pour dire que c'est la femme qui impulse. Et c'est sur le lit, Bombok l'a dit. Quand on est couché, ouais chérie, tous les jours quand le bailleur vient toquer ici, ça ne te gêne pas. Bâton, nous on voit comment on va construire une maison. Chaque femme connaît son mari. Il y a un monsieur qui est décédé le week-end dernier, monsieur Michel Gachou, qu'on est allé enterrer. Vous savez, ce monsieur a fait 25 ans de location. Quand la femme est rentrée, on est rentré de l'enterrement, elle a trouvé ces choses dehors. On a dit, on ne vous garde pas. Vous partez. 25 ans. Ce n'est pas le cimetière, ce n'est pas chez toi. Pourquoi est-ce que les gens vivent avec ça? C'est ça qu'il faut développer. Et sur l'autre, avec mon box sur ce plateau, de dire vraiment jeune. 40 ans, c'est trop. Même si c'est le bois, hein, tape le bois entre les Faites attention à tremper vos mains n'importe où parce que non, mais écoutez, écoutez les filles, attention. Faites attention, là, virgule rapidement. Il y a le fondement de tout. Et justement, c'est là où Audrey, il faut enlever ça de vos têtes, ma fille, et vos compères et consoeurs en même temps. On dit, en Afrique, la femme ne parle pas. Et l'homme, on ne l'a jamais dit. Jamais. Nous répétons ici tous les jours, justement, n'allez pas lire des les fausses déclarations de faux anthropologues. Jamais on parle de notion de complémentarité chez nous. Ouais. Quand qui est qu'on parle? Qui est qu'on parle? On a dit des problèmes de famille. Ne dis pas des problèmes de famille. Si les hommes, la famille de l'homme, ça c'est la femme ne parle pas. On ne parle pas autre chose. Parler d'autre chose. Merci. Merci de c'est vous qui devez apprendre. Vous ne pouvez pas être au même moment un apprenant et être un enseignant. Venez apprendre, on vous dit qu'est-ce qu'on met dans nos zones de complémentarité. Là, quand on dit le ministère de l'Intérieur, ça ne vient pas de l'Occident, même si on le dit en français. La nuit porte conseil, même si on le dit en français, ce n'est pas occidental ça. Merci Mbombo. Merci beaucoup. Allez, vraiment, vous savez, c'est ça aussi le talk show. On peut, hein, on dit ce qu'il faut dire et puis on trouve quand même le langage qu'il va falloir aller avec pour pouvoir le dire. Et puis c'est ça aussi le talk show de ce plateau. Mais je voudrais quand même dire, pour finir, individuellement, que lorsqu'on a mon âge, on n'a pas de maison, c'est trop compliqué. Vraiment. Michel, et moi je n'en ai pas. Moi je n'en ai pas encore. Non, c'est pas la faute de ma femme, mais c'est la faute d'une réalité sociétale. Voilà, entre guillemets. Voilà. Le vrai coupable est sorti. Voilà, vraiment. Le vrai coupable est sorti. C'est pas évident, mais. Non, c'est bien. Dominique Audrey, vraiment. Non, vous avez fini par comprendre. C'est pas évident. C'est pas évident aussi, cher Denis. C'est pas évident. Sachez-le, c'est pas évident. Mais surtout, nous pensons que c'est nos femmes, c'est nos sœurs, c'est nos petites sœurs, qui sont nos femmes en même temps globalement, qui doivent impulser l'action de la construction chez l'homme. Parce qu'en réalité, le débat c'est quoi? Lorsque vous construisez une maison, vous la construisez vraiment pour mettre votre femme à l'abri. Le jour où vous la mettez peut-être vous ne connaissez pas ce que c'est que le bailleur. Vous voyez le débat. Voilà le débat. Quelqu'un qui veut comprendre. Il est toujours dans le conflit. Le conflit. Dominique Audrey veut réagir dans le conflit. Oui. Or, nous on conçoit le mariage comme le bonheur, la recherche du bonheur. Et elle conçoit le mariage comme la recherche des conflits. Michel. Oui, Dominique, allons-y Dominique rapidement. Oui. Il est une réalité que bizarrement j'ai l'impression qu'on fait semblant d'éluder ici. Chacun, lorsqu'on rencontre un partenaire, a une éducation, a des acquis déjà. Et il peut arriver que vous rencontriez une femme qui n'est pas portée développement. Et vous restez, alors que vous savez consciemment que vous devez le faire, puisque la pauvre femme ne vous le dira pas. Vous allez rester là et après l'accuser
dans un couple, on se complète. Si votre femme n'est pas très active, n'est pas très dynamique, vous lui apprenez comment on se fait et non de déverser toute la misère du monde sur la pauvre femme en disant si je suis restée 25 ans, c'est de ta faute. Non, vraiment, ce n'est filles, pas on l'a comme pas ça. dit quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle conclusion hâtive. Aha. C'est ce qu'on appelle conclusion hâtive. Quand une femme vient en mariage, on le dit, on le répète, on le réitère, elle vient avec les idées de sa maman, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. Elle applique donc celle de son mari qui ne lui dit rien. Voilà. Parfois, elle se marie à un homme que ses parents vivent encore en location. Voilà, c'est ce que M. Ngachou parle de réalité sociétale. Voilà. Nous sommes dans un monde où l'Occident est venu avec ses conflits. Nous, Occidentaux, à ce moment, on s'en sort comment? Et quand on veut vous donner les pistes de sortie, vous nous enfoncez dans le conflit, puisque c'est ça qui est dans votre schéma mental. En tout cas, c'est pas bon. C'est aussi bon pour l'éducation ce matin. Merci Dominique, c'est bon, vraiment. On a longuement parlé de ce sujet. Vraiment, allons rapidement voir ce que la toile nous propose ce matin. On parle là de la revue des réseaux sociaux avec Karine Santia. Oui, ce matin, on parle de la revue des réseaux sociaux. Il y a plusieurs sujets qui ont retenu notre attention. Mais ce que nous avons sélectionné pour vous, c'est notamment cette explosion au quartier Damas à Yaoundé. Hier, les riverains disent qu'ils ont vu une fumée noire dans l'air en rentrant de chez eux. Il y a eu une explosion de ce côté qui a fait des blessés. Et on attend encore le rapport de la police qui nous dira vraiment de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un matériel artisanal. Ça fait bien sûr le troisième du genre et là c'est exactement au quartier Damas hier que ceci s'est déroulé. Les Camerounais sont dans la peur et on va peut-être rapidement aller à Charles Hamel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Cameroun serait en train de... Est-ce qu'il y a une tentative d'attentat? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait... des fabrications autour d'un attentat au niveau du Cameroun, notamment à Yaoundé? Monsieur Michel Ngachou, vous savez, tout de go, on ne peut pas se prononcer sur ce type de sujet. Pourquoi? Oui. Ce n'est pas la première fois qu'on apprend ce type de choses. On a eu des grenades qu'on a trouvées, on a eu qu'on a trouvé, des enquêtes ont été ouvertes, on a militarisé la ville de Yaoundé. Vous savez, le fait pour les enquêtes de ne pas être clôturées au Cameroun finit par se retourner contre les enquêteurs eux-mêmes. Parce que si on avait solutionné les tout premiers, on a fermé des bars, Tinga a fermé ceci, tout ça, après on a réouvert, rien n'a été dit. Alors ça m'amène à avoir plein de réserves, trop de points d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas la situation qu'on vit où les Camerounais se posent un ensemble de questions qui nous amènent à ça? Est-ce qu'effectivement, c'est des gens qui seraient partis de là, auquel cas il faut étudier les méthodes appliquées d'abord là-bas chez eux? Est-ce que ça obéit à leur mode opérationnel sur un territoire du nord-ouest et du sud-ouest? Donc vous voyez, il y a trop d'interrogations que cela suscite et ça amène à la confusion. Vous avez parlé de peur. J'ai bien peur de vous dire que les Camerounais n'ont pas peur. Les Camerounais sont dans la confusion. On se pose la question de savoir, est-ce qu'au fond, ça vient de là? Si ça vient de là, c'est qui? Il faudrait qu'il y ait universalité de la défense. Parce que moi, je vous dis que dans mon quartier, si je surprends un individu suspect, je suis le premier à appeler le commissaire. Pour dire, mon commissaire ou le commandant, il y a un gars que je ne trouve pas sérieux. Moi, je le dis, je le ferai. Si je vois, je le ferai. Et je crois que dans tous ces différents quartiers, les gens sont sur l'équipe en se disant, non, il est question qu'on regarde. Est-ce qu'on a associé les populations? Non, on a plutôt frustré les populations en organisant des rafles. Comme Bambo l'a dit la dernière fois, on devait discuter. Donc à ce niveau, je pouvais vous dire que j'émets beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves. Je préfère encore observer, attendant véritablement, parce qu'il y a eu plusieurs actions qui sont passées bien avant et qui n'ont jamais trouvé de dénouement. Et déjà, souvenez-vous, avant qu'on rentre dans ces rafles, en fin de semaine dernière à Yaoundé, il y a eu trois éléments pareils dont on n'a pas fait écho. Souvenez-vous également qu'à Mélène, à Tinga, il y en avait comme ça trois dans la ville de Yaoundé. On n'a pas fait écho. Bah, peut-être c'est aussi normal parce que c'est quand même des questions liées à la défense et la sécurité intérieure, dont on va peut-être pas en parler, mais quand même, bon, Bengan, poser le problème d'une enquête et surtout des résultats d'enquête, est-ce que, comme Charles Hamel justement l'a mené, on ne peut pas partir de là
pour commencer à solutionner le problème en lui-même. On n'a entendu personne, aucun homme de la Direction générale de la Sécurité nationale, personne au niveau du ministère de la Défense, personne au niveau de l'administration territoriale, personne ne s'est exprimé sur la question. Et ce qui arrive hier à Yaoundé, est-ce qu'on n'est pas justement en état d'alerte là? Non, c'est la confusion, on ne peut pas dire, on ne peut pas qualifier ce qui arrive là. Je suis à la suite de Charles Hamel. Je vais prendre une caricature de Jean-Michel Cancan. Il dit, je n'aime pas le commerce de détail. J'aime le commerce à gros. Dis-moi les choses globalement. Donc en réalité, la défense, c'est global. La défense est globale et obéit à des principes. Pour le cas qui nous concerne, et Charles Hamel a bien fait de le dire, de l'universalité de la défense, ça fait partie du 4e principe, où les populations participent à la défense nationale. Lorsque les renseignements généraux, c'est ce qu'on appelle le deuxième bureau, dans l'éducation, le deuxième bureau, c'est pas ce que Kaesson a parlé là. Donc c'est un terme militaire, bon, c'est pour taquiner. Bon, lorsque les renseignements ont une information, ou alors des informations selon lesquelles ils risquent d'avoir des bombes, des explosions dans la capitale, quels sont les éléments ou alors les gens qui devraient faire? Il y a le procureur de la République, oui, qui n'a rien dit en même. Le commissaire de sécurité publique. Oui. Ils doivent automatiquement s'adresser à la population. J'ai dit automatiquement. D'abord pour informer la population de ce qu'il y a et leur donner un type de comportement à suivre. Et de les associer davantage dans ce truc. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé là. On arrête les gens, tu n'as pas de carte d'identité, assois-toi. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même si par égard vous avez des citoyens qui n'ont pas de carte nationale d'identité, vous les conduisez, non, vous dites même, l'environnement est dangereux aujourd'hui, on peut vous confondre vraiment. Vous habitez où? Voilà. Et deuxièmement, on vous dit non, vous ne rentrez pas. Votre famille va vous trouver au commissariat. Malheureusement, je vous dis, lorsqu'on vous amène au commissariat, je précise parce qu'on se connaît tous, on est des Camerounais. Lorsqu'on vous amène dans un commissariat, vous n'avez pas de carte nationale d'identité. C'est l'occasion justement pour l'agent de police de vous extorquer de l'argent. J'ai dit, c'est donc ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes en train d'analyser une situation où tout le monde doit participer. Qui doit donc mobiliser le corps social pour assurer une défense optimale. Vous interpellez justement le procureur et le commissaire. Le procureur et le délégué général de sécurité nationale, à travers les commissaires de sécurité publique, puisque les commissaires au renseignement ne parlent pas. Ouais. Ils sont dans la foule, ils continuent les renseignements, ils disent que non, dans tel quartier, le chef du quartier, le chef de bloc, est-ce que le chef de bloc a les termes de confiance? Est-ce que c'est comme ça qu'on souffle? Même les enfants qui vont à l'école, on les dit, bon, comme vous voyez, dans le taxi, si vous voyez un geste comme ça, faites ci, faites ça, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, on informe. Mais ce n'est pas la brutalité, la sauvagerie qui s'est abattue dernièrement. C'est l'oppression qui règne en permanence. Et après, on aurait pu nous dire, les grenades qu'on a trouvées dans le restaurant, c'était ça vraiment. Nous souhaitons que les citoyens se comportent de telle manière. Vous vous rappelez, j'ajoute encore de là, là vous vous rappelez, en 2015, on a très peu de temps. En 2015, alors on avait trouvé une arme dans un bar. Oui, voilà. Les gens, on a trouvé une arme, les gens étaient en train de boire, il y a eu une petite agarre, on a trouvé l'arme. On a dit que c'était les gens, alors que c'était un monsieur qui était venu consommer, un homme en tenue qui était venu consommer. Il avait tellement bu, il a oublié son arme. On a eu ce cas 2 fois, même ici à Bonaparte, à une certaine période, on a eu un policier qui allait dans les toilettes, faire pipi, enfin il avait tellement bu, il allait dans les toilettes, il s'est oublié, il a abandonné son arme. On a dû appeler pour qu'on vienne récupérer son arme. Donc c'est pour vous dire que ça interroge. Ça interroge. Et tant qu'on ne vous dit pas quelle est la suite, on ne peut pas passer. Merci. Deuxième sujet, Karine Santia. La police camerounaise s'offre de nouveaux véhicules et on a vu cette parade-là dans la ville de Yaoundé, des véhicules blindés, neufs. Et puis sur la toile, les images ont fait le tour et les commentaires vont bon train. Il y en a qui disent que c'est justement pour préparer le gré à gré ou alors c'est pour traquer tous les véreux qui chercheraient aujourd'hui à nuire à l'État du Cameroun. Mais de toutes les façons, sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens. On va certainement avec l'accompagnement, la complicité justement de la régie à voir ces images.
Karine Santia, vous les avez sélectionnés pour nos téléspectateurs, pour nous. Et bien, ça fait plaisir justement de les revoir. Si la régie peut nous aider à les avoir, si, on les verra. Alors, des nouveaux blindés quand même, bon. Il faut toujours sécuriser quand même les populations, non? La police s'est offert le nouveau blindé. Certainement, c'est ce qu'on aurait pu avoir pendant le défilé du 20 mai dernier. On ne les a pas eu. Est-ce qu'on va dire que c'est maintenant que cela a été réceptionné? Je ne sais pas, mais non, c'est pas mauvais que les policiers, que la police nationale ait du matériel pour leur déploiement. Vraiment, c'est tout à fait normal. Oui. Et c'est également tout à fait normal que la police procède à ce qu'elle a fait là pour dire aux populations sécurisées. Parce que quand on est policier, on s'engage à deux choses. La sécurisation des personnes et des biens. La sécurité des personnes et des biens. C'est pour ça donc que l'autre versant qui doit accompagner cela, c'est quoi? C'est que quand je suis agressé, j'appelle, on ne me dise pas qu'il n'y a pas de carburant. Et le carburant doit être là et qu'ils doivent aussi être en punition. Donc, c'est justement, il ne faut pas amener, Charles Amel l'a dit, les populations à la confusion. C'est que Santia nous dit là tout à l'heure. Est-ce que c'est... On ne doit pas se poser des questions. On doit savoir que notre police est républicaine, elle est du côté des populations. La peur du gendarme, donc quand vous voyez le policier, vous êtes en sécurité. C'est ça. C'est ce qui devrait être en réalité. Mais au Cameroun, lorsqu'on voit le policier, on n'a plus de peur. On se dit, mais le mec qui vient en face de moi là, quelle est son intention? Lorsqu'on voit les blindés comme on les voit en ce moment à la télévision, ne croyez-vous pas que avec le climat actuel au Cameroun, les Camerounais ne devraient pas être craintifs en se disant, est-ce qu'on est en train de préparer bien sûr le terrain à une éventuelle à toute manifestation pour pouvoir mater les Camerounais? Vous avez raison, M. Ngachou, vous avez raison, parce que ça doit s'accompagner d'une communication adéquate. Moi, je n'ai pas fait communication, mais nous, notre communication traditionnelle, c'est ça. C'est que quand vous voyez le chef, nous on va venir là, avec des trucs, c'est pour dire à la population que, comme vous voyez, on avait été attaqué dernièrement par lesquels. On nous a donné des trucs pour sécuriser. Vraiment, je veux 4 bonhommes pour pouvoir assurer la sécurité la nuit. On va relayer comme ça, et voilà. Peut-être ça va servir dans les zones anglophones pour le moment. Monsieur Michel Ngachou, vous ne pouvez pas attaquer votre femme le matin. Vous l'attaquez copieusement, vous sortez. Le soir, vous rentrez avec une grosse valise. Vous ne lui parlez pas, vous allez garder. Vous croyez qu'elle va vous regarder comment? Elle sait que la valise, là, c'est pour mettre ses affaires. Pendant que vous serez en train de dormir, ne soyez pas surpris que c'est plutôt vos habits qu'on met dans la valise en attendant que vous vous levez. C'est pour dire quoi? La police n'a pas besoin de faire des parades. Ce n'est pas du corps de la police, ce n'est pas le droit de la police de faire une parade comme celle qu'elle a fait à Yaoundé. Une démonstration de force. Non, attention. Vous faites la démonstration de force devant qui? Vous êtes devant le peuple, c'est l'intimidation. Non, monsieur, c'est la frustration, l'intimidation, l'oppression mentale du peuple. Attention, monsieur Ngachou. Ça suppose qu'il y a des gens, enfin, ils ont eu des informations qu'il y avait des gens qui se préparaient peut-être. Je ne sais pas moi. Il y a un renseignement. Non, je me pose des questions. Ouais. Je me pose des questions, monsieur Michel Ngachou. Quand vous voyez ce genre de véhicules sortir, vous pensez que ça c'est les véhicules pour venir me sécuriser dans mon bidon quartier, monsieur Michel Ngachou. Ça ce n'est pas pour venir me sécuriser. Ça c'est pour venir m'écraser. Oui, ça c'est pas des véhicules de... On a vu lorsqu'on donnait les véhicules ici. Les véhicules ici, équipe spéciale d'intervention rapide, lorsqu'on remettait ces véhicules, c'était des pick-up. Toi-même tu voyais la pick-up, tu étais tranquille. Tu sais que la pick-up 600, c'est les sans payer, c'est la nouvelle forme des sans payer pour prendre des gens. On était renseignés. Mais l'autre ici, c'est pour garder qui moi, c'est pour mettre derrière des policiers, bien cagoulés, bien tenus pour venir faire l'oppression. Pourquoi a-t-on donc besoin de présenter ça maintenant, monsieur Michel Ngachou? Je crois que Embo Bogla dit tout à l'heure, je l'en remercie pour ça, c'est l'occasion pour le délégué général à la Sûreté nationale, les commissaires à la sécurité de sortir et d'apaiser le peuple. Le peuple est dans la confusion.
Le peuple est dans des interrogations. Sur la toile, Internet, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on vit ça? Pourquoi on ne vit pas ça? C'est des interrogations. L'autre jour, et il faut des réponses. Non, il fallait justement pas parvenir à des interrogations. Oui, il fallait éviter. C'est dangereux quand le peuple s'interroge. C'est très dangereux quand le peuple s'interroge. C'est pas bien. L'autre jour, on a interviewé, je pense, le ministre de l'Enseignement supérieur sur une chaîne internationale. On lui a posé une question. Discutez-vous avec le chef de l'État? Après, on a demandé, est-ce que le chef d'État, où il a, je pense bien, il a répondu que je peux me tromper, il le parlait, et discutez-vous avec le chef d'État, il n'a pas répondu en disant, le président Paul Biya aime son pays. Regardez jusqu'à quel point, pour ceux qui sont amateurs, qui écoutent ces radios, M. Michel Gacho, ils vont se dire, mais si le ministre lui-même ne parvient pas à donner des réponses aussi fiables, regardez les plateaux, regardez les sorties des différents ministres ces jours-ci, regardez les questions qu'on pose, que ce soit un responsable, un journaliste d'une télé qui demande à l'ambassadeur de France, vous avez vu le président? Oui, comment il va? Une chaîne nationale. Vous voyez le peuple dans les interrogations, et que pendant que vous vous interrogez pour savoir, est-ce que Mbambok a mangé? Est-ce que Mbambok est sorti? Est-ce que Mbambok est en santé? Vous voyez devant la maison, vous voyez quelqu'un qui sort de la maison de Mbambok, et vous les voyez sortir avec des cagoules, avec les armes traditionnelles. Vous allez dire, hey, alors on cherche à comprendre si il y a quelque chose qui se passe, ça devient encore plus grave. Très bien. Troisième sujet, Karine Santia, rapidement s'il vous plaît. Le troisième sujet concerne cette étudiante en droit privé, Master 1 à l'université de Yaoundé 2, Soa, qui a été assassinée. Elle a été assassinée selon le recteur de cette université. C'est à l'extérieur du campus qu'elle a été assassinée et elle a été poignardée. Et puis c'est à 22 h à l'hôpital qu'elle est décédée. Et on dit effectivement qu'elle a été assassinée, vous dites bien, oui, dans le campus. Non, le recteur dit que c'est à l'extérieur du campus, mais les premières informations nous ont dit que c'est dans le campus, donc il y a deux informations différentes. Quelle analyse vous en faites justement, Dominique Audrey, sur cette actualité pour cette jeune étudiante qui décède brutalement et qu'on a une dichotomie justement dans la communication? Moi, je ne sais pas quelle est l'opportunité de dire qu'elle soit décédée en dehors du campus. C'est quoi l'intérêt? Ça nous rappelle le meurtre du professeur. On a dit, de toute façon, il n'était même pas à son poste. C'est un peu la même chose qu'on est en train de voir avec cette jeune fille qui a perdu la vie. Je crois qu'il était 19 h. Les postes que j'ai lus, elle a été agressée pendant la nuit. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'absence de sécurité au sein de nos campus et même aux alentours, si vous voulez, monsieur le recteur, aux alentours des campus, il faut de la sécurité. On sait qu'il y a des personnes... On parlait de l'université de Yaoundé 2, à Soa, là. Oui. C'est pas évident là-bas, c'est pas dans le même sens que vous, Dominique Audrey. Oui, justement, il faudrait qu'on mette les mesures de sécurité parce que si les parents finissent par se dire mon enfant va à l'école et il va aller se faire tuer là-bas, on va faire fuir les enfants des amphithéâtres. Il faut pouvoir sécuriser ces zones-là, sécuriser toute la ville. Et à ce que j'ai appris, il y a des gens qui consomment des stupéfiants partout à ces endroits-là. Pourquoi est-ce qu'on les laisse à ces endroits-là? C'est toujours tout proche qu'on a des bars avec des gens qui boivent et après ça finit en bagarre et après ça finit en un certain nombre de choses. Donc je crois que l'école c'est un endroit saint, c'est un endroit sacré qu'on doit vraiment sacraliser. On ne doit pas trouver tout et n'importe quoi, on ne doit pas vivre un certain nombre de choses dans des établissements et vraiment ce monsieur n'avait pas besoin de dire comme il a mentionné. Je trouve que c'est un peu, c'est déplacé, ça n'a pas lieu d'être, on n'a pas besoin de faire ce genre de mention. Même si on n'a pas eu simplement s'offusquer de la mort de cette jeune fille aurait été suffisant. Merci beaucoup. Charles Amé, rapidement, vous voulez rebondir avant qu'on ne conclue l'émission. Je crois qu'il est temps que les parents se lèvent pour porter plainte au ministère de l'Enseignement supérieur, M. Michel Gacho. Savez-vous qu'il y a des professeurs qui donnent cours entre 2 h et 6 h du matin? Dans les amphis? Dans les amphis, oui, au Cameroun, au Cameroun. Dans les universités d'État? Savez-vous qu'il y a des professeurs qui donnent cours entre 22 h et 1 h du matin? Est-ce que c'est prévu dans les règlements, dans les textes qui régissent le MINESUP qu'on donne cours à ces heures? Mais est-ce que vous êtes assez grave quand même, Charles Amé Bachou? Grave par rapport à quoi? Où tenez-vous justement cette information? Où tenez-vous? J'ai été étudiant.
j'ai personnellement, j'ai dit moi-même personnellement, été étudiant et j'en ai subi, monsieur Michel Ngachou. Il y a des heures pour donner cours. Vous êtes déjà passé au niveau de école publique à une certaine heure, entre minuit parfois, vous voyez des élèves qui sortent. On a mis l'éclairage là-bas à cause de l'université, dans l'école, le lycée de Daido et au niveau de ISB. Je préfère citer des noms, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des enfants qui sortent tard parce que des enseignants travaillent en journée. Ils sont des gombistes dans les délégations, gombistes à Yaoundé, et ils viennent donner cours tard dans la nuit. Je dis, il faut que les parents se lèvent et qu'on porte plainte au ministère. C'est mon dernier mot. Parce qu'on est fatigué de perdre des petites sœurs, on est fatigué de perdre des enfants. Vous avez des enfants qui ont payé des chambres à l'université de l'ESSEC ici. On les oblige à aller faire cours 2 fois la semaine après 4h30, monsieur Michel Ngachou, ou à l'université. Ils doivent quitter ici là, à 17h, payer le transport, alors que le père a tout payé pour que l'enfant vive ici au niveau de l'ESSEC. L'enfant doit aller faire cours là-bas et revenir à 22h, 23h. Il y a cours dans les 2 campus. Hein. Mais on est dans quelle nation, là, monsieur Michel Ngachou? On est dans quel pays? Gardez votre colère sur la mêle. On en parlera lundi lorsqu'il sera 10h.